Parlons cinéma. Hello. Ok. Bon, bah, on va commencer. Du Bonjour. coup, j'en ai en live. Hello. Ouais. Bon, Bonjour. Bonjour. bon, salut à tous. Du coup, bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast Une heure de trop. Aujourd'hui, on accueille Eddie Delpino. On peut l'applaudir, qui est un acteur, voilà, Voilà. un acteur Est-ce que rennais. Et on accueille aussi Karim Gamek, voilà autre et acteur aussi rennais. Oui, qu'on peut applaudir aussi. qu'on peut applaudir aussi. Voilà, 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 Voilà. voilà. Et donc maintenant, dorénavant, à partir d'aujourd'hui, donc à 21h32, on doit applaudir Eddie Delpino et Karim tous les voilà, jours, enfin tous Voilà, les soirs, voilà. notamment après parce Tous les 20h. que soirs. on applaudit le personnel soignant, mais vous aussi du coup maintenant. Voilà, mais je demanderai expressément à mon voisin d'arrêter de jouer du corps de chasse. Donc ce serait très bien. Voilà. Ok. Ok, donc je vais vous laisser vous présenter les gars. Karim par exemple commence à te présenter qui t'es, ce que tu fais dans la vie, tout ça. D'accord, bah, je m'appelle Karim Gamek, donc je suis comédien rennais depuis 2007. Je travaille essentiellement dans le théâtre et dans le cinéma depuis plus d'une vingtaine d'années maintenant. Voilà, pour montrer 25 ans maintenant, ça fait... non, ça me rappelle mon âge, hein, ça me fait bizarre quand même, donc voilà. Donc voilà, Eddie Delpino, à toi. Alors bah c'est moi, Eddie Delpino, enchanté. Donc moi je suis pareil que Gamek, ami Karim. Je travaille dans le théâtre et le cinéma depuis 89, donc un peu plus quoi, ça fait une Ouais, trentaine ça d'années. commence à faire. Ouais, ça commence à compter, ça sent le sapin, on dirait qu'on est à Noël. Voilà. Oh oh. Tant qu'il n'y a pas l'épicéa, tout va bien. Ouais, c'est Voilà, vrai. c'est ça. Et puis c'est là, mais pas sur moi, c'est ça Ah aussi. oui, voilà, c'est ça. Voilà, exactement. J'osais pas. Oui, si, moi je sais. Ok, on a 7 viewers là, enfin 7 spectateurs. Ok, Voilà, bah, ça commence dès qu'on dit un peu plus de bêtises, les spectateurs commencent à arriver, hein. Osez, Joséphine, on y On va. va y ça aller. doit être ça. Ok, du coup on Donc va commencer théâtre tranquillement. et cinéma. Au théâtre Voilà, et théâtre et cinéma, voilà. cinéma. On va commencer tranquillement. Je vais vous demander une question tranquille. Pour deux champions, pour le Voilà, coup. question pour un champion, exactement. Pour deux. Pour deux champions. Dans le chat, il y en a qui disent que vous êtes bon. Voilà. Bah, c'est normal, je m'appelle Eddie. Eddie soit bon, c'était une chanson d'Eddie Mitchell, d'ailleurs, c'est un film. Eh oui, et voilà, voilà. Et la dernière fois, on se le disait aussi, Karim à l'envers, ça fait miracle, voilà, Ah, oui. voilà, Ah, donc oui. c'est, c'est gentil, les gars. Ah, on vient de perdre trois auditeurs. Voilà, Ça doit être- voilà. Ok, donc on va commencer. Je vais vous demander d'abord une question toute bête, hein. Quel est votre premier souvenir de cinéma dans votre vie? Du coup, va falloir remonter un peu loin Ah, peut-être. moi, je me rappelle. Voilà, Mais bah, la machine à je remonter. vous laisse. Qui veut commencer Ouais. Bah, pour moi, mon premier souvenir de cinéma, c'est le souvenir de mon papa qui m'a amené voir, si mes souvenirs sont bons, je crois que c'était Mowgli. Mowgli, c'était le livre de la jungle de Disney. Oui, oui. Et j'ai été complètement fasciné. C'était à l'époque, c'était une vieux strapontin complètement en bois et tout ça. C'était absolument super. Et je voyais ce grand écran et je voulais rentrer dans l'écran pour être avec les personnages. Voilà mon premier souvenir cinéma. C'est Voilà. assez marrant parce que genre au dernier live, j'avais dit justement aux gens qui étaient avec moi, donc Mathieu, enfin non, Ouais, Sophie et tout ça, que moi mon premier souvenir ouais. de cinéma c'était le livre de la jungle 2 qui était qu'on m'avait emmené voir. Du coup, Ah bah d'accord. voilà, c'est une coïncidence sympa. Ok, bah vas-y, dis du coup. Je suis pas sûr que ce soit une correspondance si sympa que ça. En fait, c'est pour nous dire qu'on est des vieux croutons. Des vieux croutons, quoi. Ah, On, oui, bah on est des après, vieilles croûtes. Parce que, d'autant plus, par rapport à ce que je vais dire, mon vieux souvenir à moi, c'est Blanche-Neige et les sept nains. ah oui, ça remonte là du coup. Ah Voilà, donc oui. moi, ça remonte encore plus loin, tu vois. Oui, oui, effectivement, Purée. ouais. Bon,
je tiens pas à dire que c'était en 32, c'est pas ça, hein, mais C'était en 38. je vais, Voilà. voilà, je devais avoir Voilà. 4-5 ans. Voilà, je devais D'accord. avoir 4-5 ans. Ah, merci pour le follow, Michael. Ok. Alors du coup, je vais vous demander une autre question un peu bateau, hein, mais quel est votre film préféré? Enfin, c'est une question un peu à la con qu'on pose comme ça de temps en temps, mais du coup, ouais, quel est votre film préféré? Ah, le film préféré. Ouais, Alors moi, c'est... je me permets de continuer, excuse-moi Karim. Oui, vas-y, je t'en prie. J'ai pris la parole. C'est comment La Nuit du Chasseur de Charlotte, c'est mon film préféré. ok, d'accord, La Nuit du Chasseur du coup. Ouais, Ok, La Nuit du Chasseur. trop bien. Et du coup, pourquoi c'est ton film Ah, préféré? Qu'est-ce qui te... je trouve que si je commence à parler de La Nuit du Chasseur, ça va faire 2 ou 3 heures, mais On fera un podcast entier sur ça si tu veux. ouais, ouais, bah là, il n'y a pas de problème. En plus, ça devait être projeté par le cinéma est mort, je crois, à l'Arvor, ça devait être projeté, ça a été annulé là ces derniers temps, Ah oui, bah oui, normal, ouais. Ah, au mois j'aurais de mai. bien été le voir du coup. Et bah voilà, moi je devais y aller aussi, mais je l'ai vu et revu, revu, revu. C'est vraiment un film que je vois au moins une fois par an. D'accord, Au ok. moins une fois par an. C'est un film, je trouve, très très équilibré en tout. C'est un film, des images la façon de filmer surréaliste, que Mm. c'est en noir et blanc, enfin voilà. Et c'est un film à l'origine qui a été fait pour les enfants. Euh, D'accord. quand on, quand on voit Ah, ce ok. film, Oui, voilà. C'est un film pour enfants, hein, normalement, hein. j'avais analysé des D'accord. extraits. Enfin, effectivement, c'est pas tant que ça pour enfants. Mais Ouais, bah, en fait, si, parce que aujourd'hui, ça c'est l'histoire avec la peur. C'est-à-dire que la peur des enfants, souvent, aujourd'hui, on l'édulcore, pardon. hmm, Euh, Moi, je l'ai vu très très jeune, hein, ce film, et puis je trouve que c'est bien que les enfants aient peur, quoi. C'est un peu aussi comme, ça fait un peu la même chose aussi avec le film de Cocteau. Alors, je sors Cocteau comme ça, mais La Belle et la Bête. mhm. Je trouve que les enfants devraient le voir autour de l'âge de 5 ans, quoi, par exemple. Parce que c'est des films marquants, qui marquent une peur et qui restent ancrés pour toujours. Alors, il ne faut pas les traumatiser, c'est pas un traumatisme, mais c'est quelque chose qui, en tout cas, moi, en ce qui me concerne, moi, c'est quelque chose qui m'a vraiment bien marqué, dans le bon sens. Ok. Bah, je pense justement que ce serait intéressant justement. Là, enfin, je fais des podcasts avec des professionnels, mais ce serait intéressant justement un podcast sur la peur dans le cinéma. Ça serait intéressant. Ah bah Ok. oui, là, il y a de quoi faire. Ouais, Il y a de quoi faire. justement, j'y réfléchirai du coup. Bah, du coup, Karim, à toi l'honneur. Du coup, je t'en supplie. Eh ben, merci beaucoup, mais c'est vrai que moi j'ai un gros dilemme par rapport à ça parce qu'il y a plein de films que j'aime et je n'en mets pas un en exergue, mais celui qui me vient là tout de suite et qui m'a marqué étant enfant, c'était French Connection. D'accord. French Voilà, Connection. voilà, c'était le French Connection qui m'avait, je me souviens, j'ai encore là tout de suite dans la tête, là j'ai les images, enfin tout quoi, c'était l'histoire, même pour un enfant enfin hyper dense et j'ai toujours les mêmes sensations quand je regarde ce film, hein. Là je l'ai pas vu depuis longtemps et c'est un film que j'aimerais bien revoir et j'adore ce film, vraiment. D'accord. French Connection. Ouais. Ok. Bon bah je note parce que je l'ai pas vu du coup. Voilà. Ok. Alors du coup on va passer sur un autre type de film que là les films qu'on n'assume pas d'aimer, genre en public qu'on met pas en valeur mais pourtant qu'on aime beaucoup comme film. Ça peut être plus compliqué justement mais c'est le genre de film genre par exemple Twilight. Ah, ah oui, d'accord, oui, qu'on n'assume pas d'aimer. Alors, il y a des films. Alors, excuse-moi, je reprends la parole, Karim, ça va? Non, non, je t'en prie, Ouais. Ellie, vas-y. Il y a des films par rapport au temps, alors c'est une histoire de situation encore du temps par rapport à nous, puisqu'on est un peu plus ancien peut-être, Mhm. mais parce que toi, Twilight, c'est après, mais je vois très très bien toi, par rapport à Oui. Twilight. Mais il y avait un film comme ça qui aujourd'hui entre et qui revient, qui est devenu culte, mais qu'on n'assumait pas par moment au tout début de dire, c'était Rambo. 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 D'accord. À l'époque c'était D'accord. pas. The First Blood. Ça a été un énorme succès et il y a eu un moment donné, c'était assez ringard d'aimer, surtout parce que en fait
en fait, il y a eu le Rambo 1, Rambo 2, Rambo 3, ça a dégénéré d'une certaine manière, mais en même temps, aujourd'hui, quand on le regarde aujourd'hui, c'est quelque chose qui a marqué dans le temps. C'est pareil, on pourrait en faire un sujet d'émission, ça a déjà été fait. Oui. Je conseille d'ailleurs l'émission Le Cinéma de Mort. Oui, bah vas-y, hein, je m'en Allez, conseille. on les place, on y va. Fais la promo. Hein. Non, mais ils font ce genre de choses et ils le font très très bien, mieux que je le ferais. Mais en tous les cas, ouais, ce qui me vient en tête, c'est un petit peu, on parlait de Twilight, qu'il y a il y a plusieurs épisodes. Rambo, il y en a plusieurs aussi, puisqu'il y en a un dernier qui s'appelle The Last Blood qui est sorti il y a 2 ou 3 ans. Que je l'ai vu au cinéma avec mon père, justement, par nostalgie, il voulait aller le voir. Voilà. Et, Bah oui. Bah, je l'ai vu dernièrement. Et, voilà. Voilà. Ouais. Voilà, c'est ce qu'il faut dire. Non, mais il a réussi à s'arrêter au précédent, celui qu'il avait fait juste avant. C'est vrai, je suis d'accord. Le personnage qu'ils avaient créé, parce qu'ils sont on est plusieurs au cinéma, mais en tout cas, c'est lui qui porte le personnage. Dans l'avant-dernier, donc pas le dernier, mais l'avant-dernier, on retrouvait un petit peu les petites flammes du premier, quoi. Voilà. Ouais. Après les autres ont le droit d'exister aussi. Et puis on dira peut-être que ce dernier qui a été fait, dans quelques années, on se dira bah oui quand même. Moi je suis assez content quand même de retrouver le personnage. Mais je trouvais qu'on retrouvait moins le personnage. Ça aurait pu s'appeler autre chose. Ça aurait pu être un autre personnage. On s'en foutait. On avait l'impression que c'était un autre film, quoi. Ça n'avait rien à voir avec John Rambo. Après, je pense aussi que le premier Rambo avait, pas l'audace, mais on va dire la chance d'être dans les premiers à faire des films d'action bourrins, enfin pas bourrins, mais à la fois réfléchis, mais en même temps très violent dans sa façon d'être. Et je pense que cette façon de filmer, cette façon d'entreprendre un personnage tel que Rambo qui revient du Vietnam, justement c'est très post-Vietnam et on l'avait pas énormément vu au cinéma avant, je pense, ce genre de film. Et c'est des gimmicks qui reviennent très souvent après Rambo, justement, certaines gimmicks de... Oui, parce que ça a été un énorme succès, mais il y avait des films, ça commençait déjà, hein, c'est-à-dire qu'il y avait déjà d'autres films qui avaient été faits, mais c'est le film le plus vu, en fait, qui a fait au box-office, quoi. C'est-à-dire que c'est celui-là qui a lancé un petit peu les ersatz de Rambo, les parallèles aussi des films avec Schwarzenegger, ou voire même un peu plus tard avec Chuck Norris sur les films les portées disparues. Les films de la Canon, ouais. Voilà, exactement. Voilà, la Canon qui a été récupérée un peu tout le monde d'ailleurs, y compris Stallone. Oui, voilà, ouais, exact. C'était les frères, c'était Menahem Globus ou un truc comme ça, Menahem. Voilà, c'est ça. Ouais, voilà, ouais. Je m'en souviens bien. Mais justement, ce genre de film d'action, un peu comme l'a fait du coup Rambo, a marqué son époque. Et du coup, j'aimerais bien dériver un peu sur le sujet des films qui marquent leur époque. Comme aujourd'hui, on voit comment depuis une dizaine d'années, c'est beaucoup les films de super-héros qui sont les Avengers qui sont au top de leur forme. Et quand on regarde justement dans les années 80, c'est plus les comédies ou les films d'action avec les gens comme Sylvester Stallone, Schwarzenegger qui étaient en tête d'affiche. Bruce Willis aussi avec Piège de cristal, ouais. Très bon film d'ailleurs, Piège de cristal pour ceux qui l'ont pas vu. Ouais, voilà. Il suffit de se référer à Expendables, les films qu'il a fait Stallone, dans lesquels il réunit toutes les figures qu'ont traversé les années 80. C'est ça. Pour savoir qui était là, Duff Lundgren, tout ça, enfin bref. Mais c'est ça, c'est des films qui ont marqué les époques, et du coup, j'aimerais qu'on regarde ensemble, avant les années 80, justement, qu'est-ce qui a marqué, parce que on parle beaucoup des années 50, 60 avec les westerns ou les films de gangsters, mais entre 70 et 80, je sais pas si vous avez la grande folie de l'époque au cinéma. 70. Alors, Karim, est-ce que tu veux dire un truc parce que je parle beaucoup? Moi, par rapport aux années 70, les seuls souvenirs que j'ai, alors moi je suis né en 73, donc c'est... Bon, on a eu après les films qui sont bien sûr passés à la télé, on a eu les Costa Gavras, on a eu certains films et
aussi loin que je me souvienne, moi je suis plus de la génération des années 80. Oui, C'est-à-dire que là on parlait par exemple de Stallone, effectivement, le film qu'on n'assume pas d'aimer, mais qu'on regarde, qui est un plaisir coupable, pour moi, tu vois, ça restera le Rocky 4. oui, La fameuse guerre froide, qu'on a mis en exergue avec le taureau, le machin Ivan Drago, enfin tout ça, qui n'est qu'un prolongement en fait de Rocky, qui est un espèce pour moi de mélange entre les trois premiers Rocky. Et d'ailleurs, je pousse les gens à regarder quand même à re-regarder l'œil du tigre, oui, qui est avec très bon. surtout la version, ouais, ouais, très très bon, et surtout la version française avec les punchlines de Clubberlang qui sont son antagoniste, qui sont vraiment excellents. Mais voilà, moi, ce film-là, par exemple, ouais, Rocky 4, c'est je, j'ai un rapport amour-haine à ce film-là, je peux pas m'empêcher de le regarder avec la musique au synthé là, de Vince Nicola, qui est complètement. Je crois qu'il avait fait la musique du dessin animé des Transformers, je crois, un truc comme ça. Mais les années Oui. 70, voilà. Mais les années 70, que peut-être que si t'en parles, Eddie, un peu plus que moi, peut-être que je Ben, pourrais rebondir et dire certaines choses, mais j'ai peu de souvenirs. les années 70, alors on est toujours dans l'américain, hein, parce qu'il y a Mhm. aussi les Français. Alors, tout d'abord, pour revenir sur les Américains, quelqu'un qui a rayonné jusqu'à sa mort, je crois que c'est en 76, c'est John Wayne. Donc on revient sur Oui, le western, Oui, d'accord, ouais. en sachant qu'il a fait deux films aussi, deux polars. Un silencieux au bout du fusil, je crois, et le deuxième c'est la suite, un canon, je sais plus, enfin je sais plus, j'ai plus le titre exact. D'accord. Mais c'est surtout John Wayne qui a un petit peu rayonné. Je fais le parallèle par rapport à des personnes un peu musclées comme ceux qui ont rayonné dans les années 80. Donc je dirais John Wayne, et puis il y a un petit peu d'autres personnes, toute l'équipe des 7 mercenaires, qui est un petit peu plutôt fin 60, D'accord. 69 je crois. Il me semble. Steve McQueen, Oui, d'accord, ouais. Redford, hein, Oui. toutes ces personnes-là. Alors en sachant que c'est une période charnière des années 70, parce qu'il y avait pas mal de films qui mhm, sortaient à message. Alors je parle pour les films américains. Pour les films français, il y a eu certes les années 80, mais dans les années 60-70, il y avait quelqu'un qui rayonnait chez nous, c'était Louis de Funès. Beaucoup Oui, plus comique. oui, c'est ça. Il y avait exact, aussi, exact, il y avait ouais, c'est aussi vrai. comment les films, c'était plus des films un peu plus comiques en fait. Il y avait aussi le Grand Blond, enfin Mm. Ouais, Pierre Richard et compagnie, Pierre ouais, Richard. c'est vrai. Après, il y a en France aussi cet amour de la comédie. En fait, c'est un peu tout ce qui est le plus promu en France parce que c'est ce qui fait le plus d'entrées aussi, hein. On peut mettre en. La comédie, oui, mais Ouais. ils étaient très très forts aussi. Alors entre 70 80 encore, je dirais, je trouve qu'ils étaient très forts et j'aimerais bien qu'ils retournent à ça. Alors peut-être que comme j'ai un petit peu déserté les films français, peut-être qu'il y a eu des choses qui me sont passées sous le nez, mais ils étaient très forts aussi sur les films politico-policiers, avec des trucs un peu véreux, des choses où le politicard, on dénonçait les politiques au travers de certains films un peu polars. Voilà, c'était un petit peu ce Bah, côté-là, je me quoi. souviens d'un truc, là, tu vois, je rebondis là-dessus. Je me souviens, alors là, par contre, c'est pas cinéma, c'est absolument télé. C'était les séries noires qui passaient, je Ouais, sais pas si tu te souviens, Eddie, à la télé, qui était présentée à l'époque par Victor Lanoux et qui ouais. présentait à chaque fois, ouais, quelque chose. Et moi, c'est cette époque-là aussi du noir. Bah, Alors ça on a c'est eu aussi, 80. ouais, c'est Ouais. 80, Et moi, mais moi il y avait 70. aussi, pour moi, si je repense au Costa Gavras, quoi. Bah, Z et Avec tout Z, ça, ouais. Ouais, Z et tout ça, où effectivement, qui dénonçait dans ses films le putsch des généraux, enfin tout ça, avec tout ouais, le montant et tout, qui était quand même assez. ouais. Ça envoyait quand même du lourd à ce niveau-là. Et puis il y avait aussi la découverte de Pardieu, de Patrick Devers, les Oui, c'était. valseuses, Oui. toutes ces choses-là, quoi. C'est tout à fait un autre type de cinéma, mais qui Il amenait y a du des gens souffle nouveau. qui commentent un peu et ils disent Julie Lescaut, une œuvre à message.
Alors, le Julie Lescaut, pour revenir à notre amie Julie. Oui, voilà, très, voilà, très- Julie, moi. Voilà, Ouais. c'était plutôt dans les années 90 ou 80, si je ne m'abuse, mes amis. Hein, on Fin parle des années 80, 70. ouais, ça a commencé, ouais. Voilà. Ouais. Non, moi par contre, il y a un truc. Peut-être Ange Gardien. Joséphine. Joséphine. Joséphine dans le gardien. En fait, je pense qu'il y a un message derrière 25, assez. 25 ans d'existence. C'est ça. Non, du coup, moi, il y a un truc que j'aimerais conseiller à tout le monde. J'arrête pas de rabâcher les oreilles de certains avec ce réalisateur que j'ai découvert quand j'étais au lycée et que j'aime énormément, qui s'appelle Claude Miller. Ouais. Ouais. Mortelle Max. randonnée, Ah oui. garde à vue. Alors, pardon, je me confondais avec Miller. Mortelle randonnée, garde à vue et comment la meilleure façon de marcher. Enfin, la Ouais. plupart de ces films sont des films qui ont eu du succès, mais surtout qui sont très bien Ouais. écrits et qui m'ont énormément marqué en fait et qui sont pour moi du coup mes films préférés français en tout cas. Et que je conseille à tout le monde parce qu'ils n'ont pas tant vieilli que ça et c'est vraiment super. Il y a, Henri, il y a sauté Henri aussi. Verneuil. Henri Verneuil aussi. Mhm. Ouais, Si je ne m'abuse aussi, que les Verneuil aussi, que j'ai toujours un plaisir à les regarder. Et, là, je les ai plus, mais c'est vraiment des trucs, c'est vraiment des films excellents. C'est vraiment des films excellents. Mm. Mais Miller, ouais. Ouais, non, mais Ils il est sont bien, Mortelle bien. randonnée. Sauter. Ah, sauter, oui, bah oui, Claude oui. Sautet, ouais. Ah bah oui. Claude Sautet, ouais. Ok, bon bah les amis, on va passer du coup au thème principal de l'émission, qui est du coup votre métier. Parce que je le rappelle, vous êtes tous les deux acteurs, pour ceux qui viennent d'arriver sur le live, vous êtes tous les deux acteurs et depuis plus ou moins longtemps. Du coup, on va commencer par le début, du coup, comment on commence le métier d'acteur avant toute chose, enfin comment on se lance dans ce métier, parce que c'est quand même un truc assez bizarre, enfin pas bizarre, mais de se dire je vais faire acteur, c'est ce que tout le monde rêve, mais d'en vivre, comment comment en vivre, enfin voilà, c'est un pari quand même qui est, je pense pour beaucoup, est un peu irréalisable. Et comment vous avez réussi justement à vous faire une place dans le monde du cinéma, du court métrage ou de la série ou Une du place au théâtre? soleil qui a une place au soleil qui est un autre film. Oui. Voilà. Karim, je te laisse. Oui, tout à fait. Merci beaucoup, Eddy. Moi, comment j'ai commencé, ça a été un pur accident, en fait. Yes. J'ai toujours été attiré par les métiers artistiques, mais en fait, moi, j'ai commencé par la musique. J'ai été guitariste avant, j'avais un groupe, enfin, etc. Et puis, au moment où tout s'est arrêté, bah, je suis parti voyager, je suis revenu. Et un ami m'a dit, bah écoute, ça te dit pas de faire, comme tu fais rien en ce moment, ça te dit pas de faire du théâtre, il y a un atelier théâtre. Et moi, je pensais, mais véritablement, j'avais dans la tête, je me disais, mais il faut être un Johnny Belle-Gueule quoi, pour faire vraiment du théâtre, des choses comme ça. Mais il m'a dit, mais viens essayer. Si ça Eh te mais il y a plaît. Stallone, Ouais. regarde. Hein? Eh mais il y a Stallone, Il y a regarde. quoi? Il est pas si beau Stallone. Ah bah oui, exact, exact. Et il m'a dit, bon bah alors finalement j'ai fait l'atelier, j'ai chopé le virus et au fur et à mesure c'était vraiment ça que je voulais faire. Et en fait, bille en tête, on se met à faire le conservatoire, on fait tout, en tout cas moi j'ai tout fait Mhm. pour me former, pour faire les écoles que je voulais faire, pour aller voir les gens que je voulais aller voir, après avec plus ou moins de bonnes expériences. Et ça se fait pour moi au fur et à mesure en rencontrant les gens. Oui, c'est des rencontres. Voilà, c'est des rencontres, c'est vraiment des rencontres. Et tu fais, comment, quand tu dis, t'as eu, comment, t'as pas eu du tout de mal à, du coup, faire des rencontres parce que c'est un peu ce qu'il faut aussi dans le métier de comment choisir, enfin, savoir à qui il faut s'adresser, à qui il faut parler pour faire, enfin, c'est beaucoup de bouche à oreille en fait, ce métier. Du coup, ouais, Bah, en parlant de moi, ça s'est vraiment fait avec les copains, quoi. Tu Ouais. vois, c'est les répétitions, les choses comme ça, les rencontres. C'est-à-dire que tu es dans une telle dynamique ultra positive, ultra créatrice, on est là, on s'appelle, on répète jusqu'à 1h, 2h du matin, etc. Que les portes s'ouvrent
et voilà quoi, on tombe dedans, on se dit bah tiens, j'ai bien aimé ce que vous avez fait, j'aimerais bien que votre spectacle vienne jouer dans ma petite salle, ça commence comme ça, Oui, au d'accord, fur ok. et à mesure voilà, on arrive, on a les lumières, enfin on a beaucoup plus de lumière, on a beaucoup plus de choses, là et au fur et à mesure c'est de l'apprentissage, ces rencontres sont des apprentissages et participent à notre apprentissage du théâtre en fait et du métier d'acteur et peu importe. Je pense que ça fera l'objet peut-être d'une discussion peut-être un petit peu plus tard, mais Mhm. du chemin qu'on prend pour faire du théâtre. Moi, ça a été la Commedia dell'arte. Ouais. Voilà, même si j'ai une base classique, moi, ça a été la Commedia dell'arte, le masque, qui m'a permis d'appréhender le corps, de travailler le cœur, de travailler pas mal de choses. Un de mes maîtres, Mario Gonzalez, m'avait dit si tu sais jouer masqué, tu pourras tout jouer après par la suite. Mais C'est vraiment. voilà. Ça c'est vrai. Pour le coup, je pense que c'est un truc assez difficile justement de jouer masqué. Voilà, donc voilà, pour moi ça a été vraiment des rencontres, mais Surtout en ce moment. Oui, surtout en ce oui, moment, oui. surtout en ce moment. Donc moi j'ai pas besoin d'enlever le masque ni de parler en dessous en fait, j'ai juste besoin de faire Voilà. des gestes et de me tordre le corps devant une caisse qu'on me comprend tout de suite et les vigiles arrivent généralement en moins de 10 secondes. Donc c'est ça qui marche. Mais du coup, Donc Karim, voilà. toi, t'es plus parti du coup pour faire du théâtre à la base du coup. Et du coup, maintenant tu jongles un petit peu entre les deux ou tu es toujours plus centré sur le théâtre et tu fais du coup de la des courts-métrages ou des films ou des séries quand il t'en vient l'occasion. Voilà, quand il m'en vient l'occasion. Je sais le faire, je peux le faire, mais j'ai pareil une relation un peu d'amour-haine, due un petit peu parfois, et je me bute, et due parfois, bah, écoute, au directeur de casting, qui On va en n'hésite pas parler. voilà, qui n'hésite pas à me rappeler parfois mes origines, et que certains rôles, je n'y aurais pas accès. Ah, voilà, Oui, non, bah. disons-le tout de suite. Voilà, disons-le tout de suite. Bah, déjà, tu t'appelles mais, Karim. Moyen. voilà. Et, d'ailleurs, Merci une pour petite les follow, anecdote. Alex. Voilà. Et d'ailleurs, une directrice de casting m'avait dit un jour ah non, mais de toute manière, ne t'inquiète pas, on te prendra que pour des rôles de malfrats, de petits voyous de banlieue ou des rôles de flics pour montrer qu'il y a une évolution quelque part. Oh la Donc vache. ça m'avait assez marqué, donc j'ai laissé un petit peu tomber le truc pendant un certain temps. Mais ceci dit, avec mes amis tout autour, on fait des films, des courts-métrages absolument fantastiques et merveilleux. J'ai la possibilité de toucher un petit peu à tout. Qu'on va vous Ça conseiller m'éclate d'ailleurs vraiment. à la fin du live, on va vous conseiller du coup les courts-métrages sur lesquels Karim et Eddie ont travaillé récemment ou même il y a pas mal de temps. J'en ai vu pas mal et ils sont vraiment très intéressants et très cool. Du coup, Voilà, bah, donc, oui, voilà, donc après, Eddie peut parler aussi de son chemin et oui, qui oui. est très intéressant aussi, et que moi j'adore personnellement. Voilà, je suis fan. Je suis la groupie de Eddie Del Pino et voilà, je le dis. Venez, écoutez-le, c'est vraiment un érudit. Il pourrait te faire un autographe si tu veux après Ah le là, stream. ah là, oui, ah mon Dieu, mon Dieu. Sur ton masque. Sur ton Sans le masque. masque, bien entendu, Eddie, bien sûr, sans le masque. Et avec des gants. Et avec des gants. Voilà. Et alors, pour te remonter le moral, tu sais que tu parlais de Johnny Belle Gueule. Tu n'étais pas un Johnny Belle Gueule. Johnny Belle Gueule, c'est un film qui a été qui a été joué par Mickey Rourke. Eh ben Et oui. vu la tronche qu'il a aujourd'hui, tu vois. Oui, c'est vrai. Oui, c'est clair, mais moi j'ai renversé le Johnny Belle Gueule, voilà. Et en plus, dans Johnny Belle Gueule, il se fait bien défoncer la tronche aussi. Enfin bon, voilà. Ah bah oui, c'est la clair. petite parenthèse. Et puis, bah, je vais revenir à mon petit parcours alors. Vas-y, pour le coup. vas-y. Ah, Je t'en avec prie. plaisir. Donc, comme je le dis de temps en temps, moi j'ai commencé par la jalousie sur ce métier. La Une jalousie. jalousie très simple. Ouais, la jalousie. Je suis allé voir alors que j'avais 6 ans, donc peu de temps à avoir vu Blanche-Neige, bien évidemment. Je suis allé voir un spectacle, un de mes premiers spectacles de théâtre à Saint-Malo-Chimaloin. Et c'était le spectacle joué par et pour les enfants de l'école maternelle dans lequel jouait mon frère. Donc, j'étais allé voir dans une grande salle, Oui. le Palais des Congrès, et je découvrais par l'occasion les plateaux de théâtre, les lumières. Enfin, moi j'avais que lumière, couleur, etc. Puisqu'à cet âge-là, tu ne peux pas dire de projecteur. Enfin voilà, ça t'as pas Oui, ces oui. termes-là, mais en tous les cas, c'était mon premier Les couleurs. rapport et et je disais de jalousie parce que mes parents applaudissaient bien évidemment mon frère. Voilà, c'est un petit enfoiré.
Voilà. Qui lui-même est dans le métier maintenant. Il est marionnettiste D'accord. et aussi comédien, mais il est marionnettiste. Bon. Et donc au départ, d'entrée de jeu, je savais que c'était vers ça que je souhaitais aller. Puis ça s'est développé aussi par mon amour du cinéma, et notamment au cinéma américain, qui a été bien aidé à augmenter par l'apparition d'une émission extraordinaire qui s'appelle La Dernière Séance, Oui. Ah là là. menée d'accord. par Eddie Mitchell. Donc ça a commencé, je pense, dans les années 80, oui, c'est ça, début 83. Ouais, 80. Ouh, c'est peut-être plus vieux. Ouais. Et on avait le droit de voir un film, voir deux films. Ouais. Le premier film en VF américain et le deuxième film en version originale sous-titrée. Oui. D'où aujourd'hui d'ailleurs mon goût pour le cinéma original, quoi, Oui. en VO, quoi. D'accord. Ça vient de là aussi. Et puis donc je m'étais dit, alors après 6 ans, je voulais jouer comme mon frère qui jouait un curé, donc je voulais jouer pendant longtemps un curé que j'ai développé pendant plus tard dans un personnage que je joue aujourd'hui qui je joue depuis 20 ans. Mais je voulais surtout devenir Je suis désolé, je l'ai vu ce personnage, je ris, mais je ris de mon cœur. Et en ayant vu plusieurs films de La Dernière Séance, et Eddie Mitchell étant assez fan de Burt Lancaster, de Kirk Douglas et de Robert Mitchum, Kirk Douglas. je souhaitais devenir Kirk Douglas, qui a disparu aujourd'hui, il n'y a pas très longtemps. Je soupçonne d'ailleurs que c'est un petit peu à cause de lui tout ce qu'on dit aujourd'hui, parce que si on regarde bien au niveau des calendriers, il a disparu peu de temps avant qu'on soit en confinement. Enfin, ça, c'est une parenthèse Oui, personnelle. il avait prévu le coup, je pense. Oui, je pense. Il a laissé ça en souvenir. Ouais, voilà. Et donc moi, après, je souhaitais vraiment devenir acteur de cinéma américain. Et j'ai vu que je ne parlais pas très très bien anglais, donc je me suis dit, je vais devenir acteur de cinéma. Plus le cinéma, du coup, pour toi. De cinéma, ouais. Ouais. Et puis après, en fait, ça a évolué parce que j'ai découvert le théâtre. Tout d'abord par quelqu'un qui... Enfin, il y avait à l'époque, et il y en a encore aujourd'hui, mais beaucoup moins qu'avant, mais des comédiens qui pouvaient passer dans les classes et montrer un petit peu ce que c'était le théâtre. Et donc j'ai eu la chance de découvrir le théâtre par le biais de comédiens professionnels. Oui. Donc ça, j'appuie là-dessus. Parce que tout comme ce qui s'est passé pour... maintenant on montre du doigt, c'est vrai, tout ce que fait et les infirmiers et les infirmières, je ne vais pas faire de politique là-dessus, mais j'en fais quand même. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est vrai que tout ce qui est médical, etc., ça a été touché par l'État, mais pas que, il y a aussi la culture. C'est-à-dire que la culture a été vraiment sabordée, et notamment, c'est pour quelle raison il y a plus beaucoup d'artistes à venir dans les écoles. Il y en a quand même, il ne faut pas exagérer, mais beaucoup moins qu'avant. Eh bien, parce que justement la culture a été touchée. Et c'est dommage parce que c'est quelque chose c'est par ce biais-là qu'on peut découvrir ce métier, pas pour devenir spécialement comédien comme tout le monde le veut aujourd'hui grâce aux médias qui se créent à la télévision, mais aussi ne serait-ce que pour découvrir des œuvres et puis que des comédiens existent, que ça existe, qu'on peut vivre. Moi, je suis présent, Karim est présent pour dire que nous, comédiens professionnels, on existe et même si on n'est pas médiatisé, quoi. Oui, voilà, juste dire ça. C'est ça. Et pour un petit peu abréger le parcours, j'ai vraiment eu cette volonté de faire du théâtre, du cinéma surtout, mais aux frais du théâtre. En arrivant au lycée aussi, et j'ai appris, je ne savais pas comment faire. Comment arriver, je reviens donc à la première question que tu posais, comment faire pour devenir comédien artiste. C'est ça. Parce que justement, c'est un métier qui semble un peu inaccessible aujourd'hui, vu justement ce que tu disais tout de suite. Alors il y a plusieurs vérités, plusieurs chemins possibles. Il n'y a pas que ce chemin, le chemin que je vais donner tout de suite. Moi j'ai découvert qu'il existait des écoles. Je ne savais pas, je savais plus ou moins, mais je ne savais pas comment m'y prendre. Et puis il y a un ami qui s'appelle David Reynal, pour ne pas le nommer, qui lui, son papa était directeur d'un théâtre. Et il connaissait des gens sur Rennes, parce que moi je suis de Saint-Malo, et notamment le directeur du conservatoire d'art dramatique, qui s'appelait Guy Parigot. D'accord. Voilà, un artiste qui a rayonné longtemps sur Rennes, qui s'est battu pour la décentralisation,
Ouais, exact. Et, Aux côtés de Gaby Monet, de tous ces gens-là. voilà, voilà. Et donc, sachant ça, il m'a expliqué qu'il fallait passer un concours pour peut-être dans cette école-là. Et j'ai découvert aussi qu'il y avait d'autres écoles partout en France où on peut passer un concours et on est ou pas sélectionné. En tout cas, il y a des jurys qui sont là. Et c'est comme ça que moi, un jour, j'ai passé ce concours-là en 89 et que j'ai eu la chance, parce qu'on était nombreux quand même, à être pris, quoi. Voilà. Donc moi, j'ai fait un conservatoire de 3 ans professionnel. Et j'ai appris ce qu'était le théâtre aussi. C'est-à-dire que moi j'étais venu pour être Burt Lancaster ou Kirk Douglas, mais j'ai appris qu'on pouvait faire autre chose quand même, que c'était un métier, que c'était un vrai métier. Et, C'était pas non plus et que c'est un que la métier qui n'est paillette. pas centré justement que sur le cinéma ou que sur le théâtre. Il y a aussi plein d'autres Et manières non, de l'exploiter. il y a énormément de manières, et même si on prend que le théâtre, c'est que il y a plein de choses dans le théâtre. Il y a plein de choses à découvrir, même encore aujourd'hui. Moi, j'ai découvert, même si j'avais déjà côtoyé ça, et j'ai fait d'ailleurs le parallèle avec Karim, parce que c'est comme ça qu'on s'est rencontré avec Karim aussi. Et c'est comme ça aussi qu'on s'est rencontré avec Benji, qui n'est pas là Oui. ce soir, le Qui malheureux. viendra une prochaine fois, du coup. Nous trois, nous nous sommes retrouvés, même si je connaissais un petit peu Benji autrement, mais nous nous sommes retrouvés avec une compagnie de théâtre d'improvisation. Ah Et, oui, la fameuse. voilà, c'est par ce biais-là qu'on s'est retrouvés. Et moi, je l'ai découvert. euh, je le connaissais déjà, j'avais déjà fait de l'improvisation par ailleurs, mais j'ai découvert le cadre d'improvisation il y a peu de temps, en fait, il y a 6-7 ans, je crois, Karim, je sais plus. On s'est rencontrés en 2012. 2012, ouais. Donc Ouais, ça donc fait, il y a 8 ans, quoi. À peu Ouais. près. Ouais, voilà. Théâtre Ça fait 8 d'improvisation ans. qui est. Si vous avez jamais vu de théâtre d'improvisation, je vous conseille vraiment, si vous avez l'occasion d'en voir, parce que c'est très intéressant et c'est assez marrant de voir les acteurs justement jongler avec juste des bouts de mots ou des phrases pour en faire quelque chose de concret. Et c'est là qu'on voit que c'est un vrai métier justement et que c'est pas juste, jouer avec un texte, quoi. Bah, Ouais, effectivement, parce- il y a tout un univers à créer, excuse-moi de te couper, il y a tout un Non, univers non. à créer, et ça c'est absolument, et je rebondis aussi sur ce que tu dis Eddie, hein, Ouais, ouais. c'est ça, on se dit, on voit tout de suite, on a la vision aussi du théâtre quand on est à l'école, qui est fait par certains profs de français, des fois très très bien, des fois autrement, et on en avait l'idée, et c'est l'idée aussi que j'avais, du costume, de parler d'une certaine manière, comme ça, très précis. Je me suis dit, mais je Tu vais le me fais faire bien. chier. Voilà, tout à fait. Voilà. Et puis en fait, non, 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 non. Il y a tellement de mille et une manières et une infinité de manières de faire du théâtre, quoi. C'est ça Mm. qui est très intéressant. Qui est très très intéressant et très enrichissant. Bah, si vous voulez, on va. Là, vu qu'il y a 10 personnes sur le live, tout à l'heure il y en avait un petit peu plus, mais vu qu'il y en a 10, on va peut-être faire une pause 30 secondes. On va leur demander justement s'ils ont des questions à vous poser sur ce sujet-là, et sinon on va continuer tranquillement. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et puis après, on va continuer justement, on va enchaîner sur les castings. Du coup, comment ça se passe, comment ça marche. Merci pour le follow, H. Malsmoud. H. Almsoud. Excuse-moi si j'écorche Clint, ton pseudo. c'est Clint Eastwood, non? Non, c'était Al Massoud. C'était Al Non. Massoud. Ok, quelle est la meilleure expérience au théâtre ou ciné? Du coup, voilà, quelle est votre meilleure expérience au théâtre ou au ciné, celle qui vous a le plus marqué? Demande Ace of Diamond, qui est Solène, une amie à moi. Voilà. Alors, Alors Eddie, je te laisse y aller. alors, il y a plusieurs, mais moi, celle qui me marque le plus, c'est peut-être comme en amour, hein. C'est mon premier spectacle, Et ben voilà. vraiment, Et ben voilà. professionnel, Mhm. qui s'appelait Les Marmousets, spectacle sans chevaux, ni poires, ni femmes nues. Et c'est un spectacle qui était né parce qu'en fait, on aimait dire la vérité. Et c'est un spectacle, c'est notre premier spectacle, on était deux, donc il y avait Christophe Lemoine et moi-même, et c'est un spectacle qu'on a totalement créé de A à Z, et c'est un spectacle burlesque, visuel, sans parole, au sortir du conservatoire, c'est-à-dire qu'on y avait mis tout ce qu'on nous interdisait au conservatoire. Ah Voilà, oui, ce qui d'accord. nous interdit. C'était un peu le passage, j'allais dire, ça a été un petit peu notre puberté et la puberté du comédien, quoi. C'est-à-dire que voilà, et en plus, c'est un spectacle qu'on avait monté un petit peu
pour 4 jours au début. On avait quand même réussi à trouver, et on l'a tourné 4 ans. Voilà. D'accord. On l'a Ah joué, ouais, quand même. on l'a joué à l'étranger aussi, puisque c'était un spectacle burlesque visuel, donc on pouvait le jouer en étant compris. Hmm. Il n'y avait pas de parole réellement, quoi. Il y a du volume vocal, mais pas de parole. Et puis c'est grâce à ce spectacle que tout est parti en fait, y compris la découverte. Enfin, je veux dire, il y a des gens qui sont venus nous voir et puis j'ai été pris sur d'autres spectacles, notamment burlesque avec la compagnie Fiat Lux, où j'ai vécu aussi beaucoup de choses superbes. Voilà pour le spectacle. Je laisse la parole à Karim pour le spectacle et après je reprendrai pour le cinéma. D'accord, ok. Et Pas de souci. merci Eddie. Et pour moi, ça est pareil. Ça a été mon tout premier spectacle et qui s'appelait Les Mendiants d'amour, qui a été joué d'ailleurs à Bourg-Barré l'année dernière par les adultes. Et Ah ça oui, a oui, été d'accord, oui. ma première. Voilà, ça a été ma première expérience scénique. La toute première fois où j'ai senti vraiment les montées d'adrénaline, enfin, etc. Et un peu comédie, même carrément comédie, j'ai fait tout le contraire de ce que me demandait le metteur en scène, tout ce que les profs du conservatoire Merci pour le follow, disaient Emre. de faire, j'ai pas fait, voilà, bla, boum, j'ai fait, et ça a été, on l'a tourné pendant 1 an et demi aussi, pareil, ça a été une sacrée ouverture aussi pour moi. Voilà. D'accord. Ce spectacle-là. Vraiment les premières fois dont on se souvient. Voilà. Alors on a un pic à 15 spectateurs, donc on va continuer du coup. Tu peux continuer sur le cinéma et puis après on va continuer le fil conducteur du coup qu'est votre métier que j'avais prévu. Ok, bah vas-y, continue Eddie. D'accord, alors pour le cinéma, toujours le meilleur souvenir, hein, c'est ça? Toujours le meilleur C'est ça, souvenir ouais, que tu as le eu au meilleur cinéma. souvenir au cinéma. Le meilleur souvenir, en fait, les meilleurs souvenirs, parce qu'il y en a plusieurs, hein, mais parce qu'en fait, c'est un tout. Ça permet aussi de parler un petit peu du cinéma. Mhm. Alors, à la fois, parce qu'en fait, moi, je fais vraiment une différence entre les cinémas où on est appelé à passer un casting et à travailler pour des productions parisiennes qui viennent en région, Oui, oui. et le cinéma produit par la région où, en général, on est peu payé, voire pas payé. Ouais. Et en général, c'est plutôt là où on a les meilleurs souvenirs artistiques. Voilà, C'est ça ce qui ce que je fais. se passe. À part peut-être un petit épisode dans lequel j'ai pu jouer sur une série qui s'appelle La petite histoire de France. D'accord, oui, oui. Réalisé par Vincent Burgevin, cet épisode-là, où je crois que le titre c'est Le Cochon. Et là, je me suis éclaté au niveau comédie et burlesque parce qu'on m'a laissé faire aussi. Voilà. Ouais. Souvent, c'est souvent le retour de là où des meilleurs souvenirs, c'est quand on fait confiance, quand on nous fait confiance à nous artistes. Et le ping-pong se fait aussi là-dessus, c'est-à-dire que en général, le réalisateur ou la réalisatrice, ou le metteur en scène ou la metteuse en scène, quand elle fait confiance à son artiste, moi ça fonctionne comme ça. En général, on a envie de vraiment d'offrir et de s'offrir. C'est vrai. Et donc, on s'ouvre, et c'est là que les bons souvenirs arrivent, en général. Oui. Il peut y avoir le festival du bide, hein, mais dans la comédie. Mais bon, en général, ça c'est le bon souvenir. J'ai pas un souvenir. Alors, après, j'ai plein de bons souvenirs, notamment avec des personnes avec qui je travaille. Et Karim dira ce qu'il dira, mais en tout cas, enfin moi, je dis Karim parce qu'en fait, on travaille avec quelqu'un en commun. Et c'est vraiment quelqu'un de très brillant. Avec qui j'ai de très bons souvenirs. Je crois voir de qui il s'agit. C'est quelqu'un qui a réalisé des courts-métrages avec tous les deux. Ouais, il n'y a pas si longtemps que ça. Que vous partagez. Enfin, oui, je vois, je crois que je les ai vus du coup, ouais. Oui, bah et d'ailleurs, brillant rime avec Briac. Hein, oui, c'est ça. non, oui, c'est vrai. Ouais. Donc là, ça fait partie des bons souvenirs. Et un très bon, excuse-moi, parce que pour le coup, quand on dit qu'est-ce que c'est vos bons souvenirs, eh ben, un très très bon souvenir que j'ai mis sur YouTube d'ailleurs, c'est un long métrage que j'ai fait avec toute l'équipe d'Arnaud Ladanius, qui s'appelle Marcel & Co.
qui date d'il y a une vingtaine d'années, on nous voit tous genoux là-dedans. C'est une comédie policière, un long métrage qui a été tourné à Rennes, avec les moyens du bord, et voilà, je vous conseille d'aller le voir. Donc c'est sur YouTube, vous pouvez le voir, Marcel Co. Et un autre film de Christophe Lemoine, qui s'appelle Marteau-Ciseaux. Voilà, j'ai beaucoup de bons souvenirs, mais voilà, c'est un regroupement de tout ça qui m'éclate beaucoup. Marcel Co qui est visible du coup sur ta page Allociné. Voilà. On peut voir que tu as fait. Et sur Vimeo aussi. Sur Vimeo, ouais. C'est pareil, c'est un moyen métrage, 47 minutes à peu près, où on nous a donné le champ. C'est-à-dire que c'est des films sur lesquels on a pu s'exposer artistiquement et on nous donne le champ, et notamment on nous laisse nous exprimer, ce qui nous arrive très très peu à nous artistes des régions. Il n'y a pas qu'en Bretagne, c'est dans toutes les régions, parce que tous les castings les castings principaux se font principalement sur Paris. Oui. Des histoires d'agents, etc. Et c'est pour ça. Et c'est pour ça que je revendique très fort, haut et fort, qu'en région, et toutes les régions, pas seulement de la Bretagne, qu'il y a des artistes et il faut leur faire confiance et avoir un peu des idées beaucoup plus ouvertes et surtout avoir les idées, quoi. De se dire qu'en Bretagne, il n'y a pas que des marins ou des ploucs, c'est-à-dire que voilà, des gens qui peuvent ou des bagades. Donc la Bretagne n'est pas. Et je ne crache pas sur les marins et les ploucs que je respecte, j'en suis un moi-même d'origine. Donc et du coup, en Bretagne, il n'y a pas que. C'est juste là. Oui. Ouais, c'est ce genre de rôle qu'on nous propose à chaque fois. Oui, c'est ça. Il y a une chose très simple, excuse-moi Karim, je me monopolise, mais là je suis un petit peu énervé. Non, je dois m'énerver. Est-ce que vous bougez du chouchen? Il suffit ça. Ouais, là, du chouchen, exactement. Est-ce que vous savez tomber en arrière? Ils savent pas, par exemple, si on arrive en casting avec une barbe, ils savent pas qu'un comédien a peut-être la possibilité de se raser la barbe. Ou de se couper les cheveux. Oui, ou l'inverse. Alors c'est vrai que c'est un petit peu plus long, mais voilà, c'est-à-dire qu'ils ne voient que ces chasseurs de tête à la fin. En fait, on n'a pas de coiffeur en Bretagne, il faut le savoir. Voilà. C'est pour ça que d'ailleurs, les coiffeurs de tournage sont aussi des coiffeurs trouvés à Paris. Hein. C'est pas des coiffeurs. Oui, c'est pas des coiffeurs de province, bien évidemment. Non, parce que les coiffeurs qui travaillent sur les tournages, ce sont des coiffeurs, c'est tout comme les comédiens de région, ce sont des coiffeurs qui sont des coiffeurs de métier, hein, mais qui sont assistants du coiffeur principal. Enfin bon, bref. Ça y est, je vais faire un débat. Donc, je laisse la parole à Karim. J'ai de très bons souvenirs, mais qui sont très principaux. On t'entend très fort, Karim. C'est des souvenirs de cinéma, principalement de cinéma autonome, enfin, c'est-à-dire autoproduit, ouais. Voilà. D'accord. C'est souvent, je pense, le fait, enfin justement, on va y venir tout à l'heure quand Karim aura fini, mais justement, on va parler justement de la différence profonde entre un tournage fait par autoproduit ou produit par une région et un tournage un tournage fait par une grosse production parisienne ou une grosse production du coup de n'importe où. On va voir un peu la différence pour vous, en tout cas au niveau artistique ou au niveau ou même d'une journée typique d'un comédien, quoi. Ouais, d'accord. Donc voilà, vas-y Karim, je te laisse ton meilleur souvenir de cinéma. Écoute, moi, les meilleurs, j'en reviens à exactement la même chose, je rejoins complètement Eddie. Moi, ça a été le premier court-métrage que j'avais fait. C'était avec un réalisateur dont je n'ai plus de nouvelles malheureusement, mais qui était excellent scénariste aussi, qui s'appelait Thibaut Monchevet. J'avais fait un premier court-métrage avec lui, ça s'était magnifiquement bien passé parce qu'effectivement, il me faisait confiance. Il faisait confiance aux artistes, il faisait confiance aux autres acteurs. Il avait écrit, comme il disait lui-même, une trame, un canevas des personnages, mais son histoire était solide. Et il développait au fur et à mesure du tournage, il développait les acteurs, enfin les personnages, on lui faisait des propositions d'évolution, enfin, etc., etc. Et ça a été vraiment pour moi un souvenir vraiment excellent. Un autre film aussi, indépendant aussi, complètement autoproduit par une jeune étudiante d'origine marocaine qui avait voulu narrer en fait l'arrivée de son père en France, et j'y ai trouvé
j'y ai trouvé quelque chose à dire derrière, et Mhm. je lui ai fait des propositions, et elle était étudiante, elle a ramené la caméra que le professionnel avait ramenée, elle était coachée, enfin bref, je lui ai fait plein de propositions aussi, et là-dessus, ça a laissé des souvenirs absolument merveilleux de tournage, où on était carrément une espèce d'osmose, je peux le dire, où c'était superbe, où là tout fonctionnait, on avait le droit de tout faire jusqu'à 10, je ne sais pas pour toi Eddy, mais des fois 10, 15, 20 prises pour trouver le bon truc, pour faire en sorte que ça sonne bien, pour faire en sorte qu'il se passe quelque chose. Donc voilà moi les souvenirs, Ah, et ça c'est vrai qu'en région et généralement dans les courts-métrages autoproduits, il se passe des choses absolument merveilleuses, des libertés. Voilà. Moi, en tout cas, me concernant, c'est vrai que je n'ai rencontré aucun regard de dire, oh bah écoute, tes cheveux frisés me gênent ou quoi que ce soit. Non, rien. J'ai eu la possibilité de jouer des choses absolument merveilleuses et magnifiques. Et là, d'ailleurs, là, j'ai en face des yeux un petit. Et je te remercie, Eddy, d'ailleurs, au passage, de m'avoir branché là-dessus. C'est un petit court-métrage par de jeunes étudiants de l'ESRA. Qui m'ont contacté pour faire un rôle de prêtre, chose que je n'ai jamais fait. Je ne me voyais pas du tout là-dedans, et Eddy a dit mon nom, et puis bouf, j'y suis allé, et j'ai été pris. Mais bon, là, avec les événements actuellement, voilà, Oui, donc c'est vrai que je m'éclate beaucoup là-dedans. Voilà, c'est sûr qu'avec voilà. les événements actuels, ça va être assez compliqué. Oui, voilà. Du coup, je voulais juste dire un truc par vas-y, rapport vas-y. à ce que tu disais, Karim, comme ce que tu as dit, Eddy, je sais pas si c'est pour toi. Alors pour moi, c'était pas pareil parce que quand j'ai commencé, je suis un peu plus âgé que toi. Oui, J'ai commencé, c'était en Super 8 ou Super 16. Ah oui, ah Donc, oui, même si on avait envie de faire 15-20 prises, on pouvait pas. c'était pas possible. C'était trop cher. C'était trop cher. Il fallait répéter un peu. Et puis, les grands max, 2 prises, quoi. Mais c'est une histoire économique. Voilà. Je vais juste dire que, au début, nous, quand on a commencé, on mettait la péloche. On tournait en pellicule. Ouais. Voilà. oui, Et Et aujourd'hui, ouais. le numérique fait que, bon, ouais, c'est vrai que c'est bien parce on a moins peur de tourner. Mais ouais, hmm, au début, c'était quand même très, très serré. Et on travaillait en Super 8, que parfois, ce Super 8 était ce qu'on appelait gonflé en 16 pour être vu sur des projections cinéma, mhm. voire même en 35, parce que moi j'avais au tout début eu la chance de participer à un long métrage en 89 de Philippe Allard, qui était un long métrage à Rennes, et qui a été tourné essentiellement en Super 8 et Ah qui la a été vache. gonflé en 35. Voilà. Et qui a eu voilà, son petit moment de gloire à sa sortie, et même un remake par, comment il s'appelle, celui qui a réalisé La Discrète, Vincent. Il s'appelle Et comment le donc ça film du s'appelait coup? Villa Beau Soleil de Villa Beau Philippe Soleil. Allard. D'accord. Voilà. Et ensuite il y a eu Villégiature, bon j'étais pas dedans, et le film, je crois que c'est Villégiature, je sais plus exactement le titre, mais en tout cas Villa Beau Soleil il y a eu un remake de ce film avec une production parisienne, avec un des acteurs principaux qui s'appelle Fred Gellard, qui a joué aussi dans le remake. Voilà. Mais c'était juste pour dire qu'il y avait un peu moins de prise au tout début, pour nous. Parce que ça coûtait beaucoup d'argent. Voilà. Hmm, ok. Parce que je ne suis pas du même âge de monsieur qui arrive, hein. Non mais rappelons-le, hein, quand même, hein. Karim, quand je l'ai connu, c'était un jeune et faible. Voilà. Bon, maintenant j'ai les dents branlantes, hein. Voilà. Voilà. Je m'arrêterai là. Je m'arrêterai là. Je dirais des bêtises. Des Oh, oreilles mais basses. Exactement, nous sommes dans un podcast normal. Voilà. Ok, du coup on va continuer, on va enchaîner du coup. Est-ce que vous avez, je sais pas si vous avez fait énormément de casting, et justement j'aimerais vous demander comment ça se passe et si vous avez des petites anecdotes croustillantes par rapport à ça, ou des choses marrantes, ou même des choses très désagréables justement qui auraient pu vous arriver durant. Parce que je sais que les castings, il y en a beaucoup qui les idéalisent, mais il y a souvent des gros problèmes, et encore plus des fois quand on est une femme. Donc voilà, je vous laisse commencer. Donc qui veut commencer, je vous laisse.
Moi, généralement, quand je voyais des castings, quand je sentais qu'il y avait un problème, alors moi, c'est simple, je me barrais. Ouais. C'est tout. Voilà, c'est aussi clair que ça. Je sentais le truc arriver et puis je partais. Je partais droit et digne, comme on dirait. Et ben voilà. Et voilà. Pas dans les castings, plutôt lors d'un tournage un jour d'un court métrage où le réalisateur avait mis, je me souviendrai toujours, il y avait un laboratoire qu'on lui avait prêté, il fallait faire très attention parce que c'était un lieu, bon je vais lâcher le mot parce que c'est obligé, c'était un lieu confiné, voilà, donc il était confiné, il fallait absolument pas laisser la porte ouverte et à la fin... le labo était dans un état lamentable, les portes étaient ouvertes, la poussière était rentrée, enfin bon, c'était quelque chose comme ça. Et je m'en souviendrai toujours. Et le gars, je fais mes premières prises où j'arrive en laborantin, enfin, etc. Je pose ma blouse et j'entends un gros coupé. Et là, ça a été le silence total. Et là, je me dis, oula, il y a un problème dans le jeu, il y a quelque chose, et je le vois, les yeux, l'œil ébouriffé, le cheveu hagard, enfin tout ce qu'on veut, et je me dis, oula, je vais m'en prendre plein la figure, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce truc? Ouais. Et je lui dis, ça va au niveau du jeu? T'as un truc peut-être à me dire pour me diriger ou quoi que ce soit? J'ai eu le droit encore à 30-40 secondes de silence, tu vois, où je le vois, voilà, et d'un coup il sort le porte-manteau là-bas, il faudrait le rapprocher un peu plus du plan. Ah oui, d'accord. Voilà. Juste pour ça. Ah vache. Juste pour ça. Je m'attendais vraiment à un truc genre soit raciste, soit très désagréable, mais en fait, juste le porte-manteau quoi. Voilà, juste le porte-manteau, faudrait le rapprocher. Et là, ah ouais, c'est vachement mieux dans le plan, là, comme ça. Allez, on recommence. Et le deuxième coup, il m'a refait pareil. Mais cette fois-ci, il a dit, ah non, le porte-manteau, ça le fait pas. Oh la vache. Voilà, c'est une de mes expériences qui m'a marqué, que je raconte souvent d'ailleurs. C'est normal, voilà. C'est drôle. Voilà, c'est très très drôle. Et quand je l'ai rencontré, il me semblait vraiment savoir où il allait. Voilà, et pas du tout. Donc voilà, voilà une de mes expériences. Mon cher Eddy, à toi de nous abreuver de tes magnifiques expériences aussi. Alors je n'ai pas la seule anecdote assez répétitive en fait, et ça c'est pour revenir non pas en revendicateur, mais un peu désagréable quand on passe des castings, c'est d'apprendre par exemple que le rôle pour lequel on a casté a été distribué. C'est-à-dire que on n'est pas pris. Alors on peut ne pas être pris parce qu'il y a un nombre de comédiens, et puis voilà, on ne correspond pas. Mais quand on apprend en fait que le film a été, qu'on a passé un casting, ça je parle pour la région, hein. Ça arrivait souvent où on passe un casting et en fait on n'est pas pris parce que le film est déjà, parce que le rôle est déjà casté quoi. Le rôle est déjà attribué à quelqu'un de Paris notamment. Et en fait c'est des castings fantoches quoi. C'est-à-dire on passe des castings et on apprend qu'en fait on fait ça pour rien. Et ça c'est assez désagréable parce que quand on passe un casting on doit apprendre un texte souvent à la dernière minute, hein, genre la veille. Parfois c'est des pavés. Et on doit être dedans. Bon, voilà, le stress d'un casting, ça peut être là. Moi, j'en ai pas trop de stress. Maintenant, je les prends autrement, les castings. C'est-à-dire que là, j'ai complètement évolué. C'est-à-dire qu'un casting, pour moi, doit avoir. Je dois passer un bon moment. Et un moment personnel. En fait, je m'en fous du résultat. Voilà. C'est-à-dire que. Et donc, quand je passe un casting, en général, j'arrive habillé comme le personnage. Si je dois faire un flic, j'arrive en flic. D'accord. Mais vraiment, si j'arrive en gendarme, j'ai de quoi faire. J'ai une garde-robe assez conséquente. Et donc, si je dois faire un curé, j'arrive en curé, etc. Si c'est une jeune femme, j'y vais en jeune femme. Souvent, là, ça surprend un petit peu les gens. Ça ne veut pas dire que je suis pris plus qu'avant, mais au moins, l'idée, la base, et je pense que c'est la bonne base pour tout le monde, c'est de passer un bon moment. Oui. Pendant ce moment-là. Après, le résultat, c'est indépendant de nous, quoi. C'est-à-dire qu'il y a tellement de gens à se présenter, même pour des tout petits rôles. Oui, c'est sûr. Que après, bon, voilà, quoi. Donc,
j'ai pas vraiment d'anecdotes très 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 désagréables. J'ai pas en tout cas souvenir où je les ai évacuées quoi. Ou des Euh, anecdotes marrantes, hein, s'il y a rien, on va continuer. ouais. Les Mais anecdotes marrantes, c'est pareil, c'est-à-dire il s'est passé des bons moments, des bons ping-pong avec les gens. ouais, C'est ce que je recherche toujours, en fait, que ça se passe bien, même si au résultat, le résultat est indépendant de nous, donc voilà. Mais hmm, que ça se passe bien, y compris au moment présent avec les gens qui castent, quoi. ouais, Voilà. Et parfois aussi, dans certains, je rebondis sur ce que tu dis, Eddie, aussi, c'est que Ouais. parfois on passe un casting avec un réalisateur ou une réalisatrice et sur le moment, effectivement, ça ne donne rien, mais vraiment rien. Mais le moment a été super agréable, on s'est lâché, on a passé un super moment. Et quelques années après, pour un autre projet, il se trouve qu'on est recontacté. ouais, Et ça, Ouais, c'est. ça arrive, Ouais, ça peut arriver aussi, mais ça, c'est les. ouais, ça arrive. Et c'est vrai que c'est les belles surprises du métier, ça aussi. hmm. C'est les belles Là, surprises. là, là, on parle Vas-y, de vas-y. casting cinéma, mais il y a aussi les castings théâtre, hein. Ah, Pareil. Qu'on appelle les auditions. Oui, les auditions. Exactement. D'accord. D'accord. Donc il y a aussi, c'est plus, c'est plus long. Ouais. Il y a des choses différentes parce que pour le coup, c'est pour vraiment passer un plus long moment ensemble qu'au cinéma. Et aussi, c'est vraiment chercher la personne qui correspond pour intégrer une compagnie ou un comment une pièce de théâtre. Donc là, c'est des castings un peu différents, enfin des auditions un peu différentes, où il y a un peu plus de préparation et peut-être parfois plus de temps. Ça peut être soit une seule journée ou soit sur 2 ou 3 jours. Voilà. Et Ouais. donc, en anecdote négative et positive, c'est un peu du même ordre pour moi, en tout cas, que le cinéma. J'ai pas vraiment de grosses anecdotes négatives. D'accord. Ok. Bon, Ah, si. bah, c'est souvent quand on passe à autre chose qu'il y a une anecdote qui revient. Non, mais Je t'en supplie, vas-y. non, c'est celui-là, je la garde. Tu la gardes? D'accord. Ok. Mais pas de soucis. Je la garde en suspense. Ok. Du coup, ouais, on va continuer du coup sur les rôles que vous pouvez avoir, que ce soit au cinéma ou au théâtre. Avant, je sais pas s'il y a des questions dans le chat. Il y a encore pas mal de spectateurs. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et sinon, on va continuer. Il nous reste, je pense on va encore en avoir un peu pour une demi-heure. Et après, on va pouvoir clôturer le live. Donc, si vous avez des questions, manifestez-vous. Et sinon, on continue. On est toujours là. Hein. Oui, oui. Il n'y a pas de souci. Bah, du coup, Oui, je vais vous jouer un morceau pendant ce temps-là. D'accord. Voilà, Et c'est ils un sont en morceau. Voilà, c'était un morceau, c'était un interlude musical de la part d'Eddie. Voilà. Très sympa. Hein, Voilà. t'as déjà tourné dans un western ou pas? Non, j'ai pas eu l'occasion. Bon, bah, je pense que tu devrais essayer de te faire une place là-dedans. L'homme à l'harmonica 2. C'est ça, l'homme à l'harmonica. Attends. Ah oui, bah, justement, il y a quelqu'un qui pose une question. Un type de personnage que vous rêvez de jouer? Je sais pas exactement ce qu'elle entend par cette question, mais si un archétype de personnage ou Moi, un cow-boy, tiens. un Ouais, un cow-boy? cow-boy. D'accord, Ouais. ok. Et toi, Karim, du coup, t'aurais un archétype, genre L'archétype, je l'ai. Je pense que si Carl Jung était vivant, je pense qu'il aurait dit beaucoup de choses là-dessus, mais pour moi, c'était. On en revient encore à des premières expériences de cinéma. Mhm. C'était les Bruce Lee, les films d'arts martiaux, quoi. D'accord, ok. Carrément, ça, c'est le truc qui me fait kiffer. Je me souviendrai toujours d'Opération Dragon, du jeu de la mort, même s'il est assez mal fait, parce que on voit bien qu'à la fin, c'est plus Bruce Lee qui joue, mais voilà, ces films-là, les films dits d'arts martiaux et de kung-fu. Ah, mais les boxés, cascades. les cascades étaient déjà impressionnantes. Ouais, À l'époque, il y et avait encore Jackie plus Chan aussi. qu'aujourd'hui. Ouais, encore plus qu'aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de fils, beaucoup de câbles.
beaucoup voilà. il y a moins la sensation de réel qu'il y avait justement dans les trucs d'arts martiaux et comme Jackie Chan justement quand on voit les cascades qu'il fait où tout est chronométré où tout est calculé Ah, mais complètement. au millimètre près pour pas blesser la personne. D'ailleurs Ah, mais complètement. je vous conseille une chaîne YouTube Complètement. qui s'appelle Corridor Crew je crois et justement Ouais, ils font des vidéos où ils analysent certaines fois des FX et certaines fois des cascades avec des cascadeurs professionnels et avec ouais, des gens qui font des effets spéciaux professionnels. Et du coup, c'est voilà. assez intéressant et justement, il montre les Jackie Chan, les Bruce Lee et tout, et justement la violence des coups qui peuvent se porter des fois alors qu'ils sont même pas protégés, ou même des fois ils tombent d'une hauteur sans être protégés, c'est assez impressionnant. C'est assez impressionnant et c'est pour ça que je pousse aussi les gens à regarder ces films-là, comme par Mm. exemple tous les films, la filmographie de Jackie Chan avec La Hyène Intrépide, et Ouais. tous ces films-là, Wang Yu l'Invincible, tous ces films-là à l'époque vraiment de l'âge d'or de ces films dans les années 80-70, il y en avait énormément. Même les Américains s'y étaient mis à une époque. J'ai l'attitude en tête, un film assez impressionnant où les cascades étaient. Là, il y avait effectivement pas de câble, rien du tout, mais c'était d'une violence absolue. Mm. Mais c'était vraiment, ça rejoignait le film de gangster, le film noir. Ça s'appelait en français 7 heures de violence pour un karatéka. Ah oui, Et d'accord. ça, c'était assez impressionnant. Et Ah, je croyais que c'était Gorge Profonde, mais j'ai essayé autre chose. alors ça, là, c'est autre chose. C'est quand c'est dans La Hyène Intrépide, Ouais. c'était en fait Mais avec il y a les la Avengers. cascade aussi. Il y a la Il y a la cascade aussi. cascade, il y a la cascade, mais ça c'était au chute du Niagara. Tu sais, quand ça descendait, là, il y avait la cascade, elle était impressionnante. Donc voilà, je pousse tous les gens à regarder ces films-là. Ils sont ridicules, mais d'un certain côté avec leurs perruques, parfois avec les nattes et tout ça. Mais les chorégraphies sont super bien faites et les cascades sont vraiment Mm. exécutées par des acteurs eux-mêmes, comme tu disais Thomas. Ouais. C'est vraiment super. Ouais, ok. Voilà. Bon, on va passer du coup à Ouais. un autre point. Un autre point qui est assez similaire au final. J'espère que c'est pas un point dans la gueule. Hein, parce que... En fait, pendant le confinement, c'est assez compliqué. Comme disait Chuck Norris, mais lui, c'était le pied surtout. Oh. Euh, Je mets un point d'honneur à que ce soit fait. Ouais, du coup, on va parler de vos rôles récurrents que vous avez, que ce soit au théâtre ou au cinéma. Un rôle que vous jouez souvent ou des rôles que vous jouez souvent. Et quel rôle, justement, vous préférez jouer. Merci pour le follow, Nicolas. Du coup, les rôles que vous préférez jouer. Et du coup, bah, ça, on en a déjà parlé au meilleur moment de tournage. Mais surtout vos rôles. Dans les rôles que vous jouez, euh, bah, ceux qui vous ont marqué, ceux que vous faites le plus. Et celui que vous aimez faire par-dessus tout, que ce soit dans la comédie, dans le dramatique, donc voilà, je vous laisse peut-être Eddie, peut-être pour commencer. Ouais, ok. Alors, on parlait tout à l'heure de curé, et bien, je joue un personnage qui s'appelle le frère Barthélemy depuis une vingtaine d'années à peu près, dans une compagnie qui s'appelle la Compagnie du Scarabée Jaune. Et c'est un personnage assez burlesque, c'est un moine fou, D'accord. qui a eu le temps de se développer sur une vingtaine d'années et sur à peu près une vingtaine de scénarios différents. Parce que la personne qui a créé ce genre de spectacle, en fait, nous a laissé libre cours à développer notre personnage, mais au travers de 20 histoires différentes. C'est des histoires qui sont axées un petit peu sur ce qu'on appelle les murder parties, donc c'est des histoires de crimes, etc. Et il avait aussi été assez influencé par la récurrence des albums de Tintin, donc il souhaitait faire quelque chose de cet ordre-là, Mhm. mais au théâtre. Et D'accord. aussi Étonnant. que ce soit du théâtre cinéma un petit peu, parce que comme si le public venait traverser le mur, comme le film de Woody Allen un petit peu, ou l'inverse, quoi. C'est-à-dire que les acteurs traversent le mur pour aller les voir. Enfin, et donc il y a aussi beaucoup d'interactions avec le public, mais surtout on a des personnages qu'on a menés et qu'on mène toujours aujourd'hui, depuis une vingtaine d'années, en fait, nos 20 ans. Donc ce personnage-là, Mhm. ça, c'est plus théâtral, quoique il y a des envies d'aller vers le cinéma avec ce personnage-là. Je dis ces personnages-là parce que je parle du mien, mais on est plusieurs. Hein. On est une compagnie où on va dire on a un noyau dur, on est 4-5, et ça peut aller jusqu'à 16 artistes.
chacun apporte sa pierre à l'édifice. Et notamment, on a de la part de Claude Depiante, qui est le directeur de cette compagnie-là, une entière confiance. On parle de confiance encore. Il nous a laissé faire et amener des choses qu'on essaye chez lui, quoi. Ok. Et notamment, ça nous a permis de vraiment, vraiment développer ce personnage que j'adore retrouver. Déjà et d'une parce que je suis en robe et que je fais ce que je veux, je peux porter ou pas de chaussettes. Mhm. Et puis Et de caleçons. et de caleçons, ça je vous laisse. Mais autrement voilà. Donc ça c'est pour le théâtre. Pour le cinéma, j'ai commencé à développer depuis plus de 5 ans un personnage. On parlait de Chuck Norris, mais qui s'appelle Chuck, et qui n'a absolument rien à voir avec Chuck Norris. C'est l'inverse, l'extrême inverse de Chuck Norris. C'est un personnage qui est donc sa norme de vie. C'est un petit peu celle du confinement, c'est-à-dire la grasse mat. Là, en fait, le confinement, pour moi, si vous avez l'occasion d'aller voir ces films-là, je fais la pub en même temps. Ça s'appelle Tôt ou Tard. Ensuite, il y a la suite, c'est Mieux vaut tard que jamais. Et l'avenir se lève pour les couches-tard. Et ce sont en fait à peu près déjà une douzaine de films qui ont été réalisés. Ouais, je vous conseille, je vous conseille de le noter hein, si vous voulez le regarder. Si tu veux répéter, Eddie, parce que c'est toujours intéressant justement que les gens puissent aller checker après. Ce sont des films qui s'appellent Tôt ou et Tard. Je dis bien, je détache Tôt ou Tard parce qu'en fait, s'il y a un premier film qui s'appelle Tôt, un deuxième qui s'appelle Ou, un troisième qui s'appelle Tard. Il y a un quatrième qui est la réunion, alors c'est pas la réunion d'IAC, parce que c'est un remontage, il s'appelle Tôt ou Tard. Ensuite, il y a un autre film qui s'appelle Mieux, l'autre vaut tard que jamais. Et Oui, il y aura l'avenir qui se lève pour les couches tard et ainsi de suite. Et l'idée de ça, ça fait 5 ans qu'on tourne ces films-là, on est plusieurs, hein, avec une petite production qui s'appelle Un film un jour, qu'on a créé il y a 12 ans. Mhm. Et l'idée de ce film, c'est d'avoir une récurrence de personnages. Et ensuite, ces films-là seront montés en un long métrage. Voilà. Et donc, c'est ce personnage de Chuck et le personnage de Barthélemy. Je me suis un petit peu étalé dans la conversation, mais voilà. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Voilà. C'est très intéressant. Ouais, du coup, c'est des personnages qui, tels Daniel Radcliffe est avec Harry Potter, te collent à la peau, quoi. Qui sont assez proches de moi, mais différents aussi. C'est-à-dire que c'est le personnage de Frère Barthélemy, c'est un burlesque. C'est un personnage assez burlesque et très vif, très un petit peu. C'est pareil. Tout à l'heure, la question était de savoir dans quoi j'aimerais jouer, et j'ai dit très vite un western. Mais je voudrais dire aussi une comédie dans laquelle on me laisse m'ouvrir totalement dans le burlesque. Quelque chose de très burlesque. Donc c'est des choses assez burlesques. On le voit de moins en moins d'ailleurs, je trouve, des comédies burlesques oui, voilà, au cinéma. Et la référence première en France, enfin une des références, mais c'est quand même la référence, et on pense à Louis, enfin moi en tout cas je pense à Louis de Funès si on travaille, si on travaille d'orfèvre. Ah oui, c'est sûr. Et j'adorerais travailler dans ce registre-là. Après lui, ça le faisait souffrir au bout d'un moment de faire que ça. Il voulait faire du dramatique, mais ouais. C'est surtout physiquement qui m'a fait souffrir. Oui, c'est vrai qu'il souhaitait avoir des trucs sérieux, mais c'était un orfèvre quand même. Ah oui, je suis totalement d'accord. Hein. C'est un génie, un génie dans la matière du burlesque. Hein. Complètement, et qui traverse les générations et les pays aussi, parce que j'ai vu que en Allemagne, c'était une star, c'était aussi une star, et je ne sais pas quels autres pays aussi. Partout, en Chine, Japon, enfin. Voilà. C'est une des grandes figures françaises du cinéma burlesque ou même de la comédie française finalement. Mais il faut savoir qu'à l'époque, il avait été massacré par la critique. Hein. Vraiment, il le prenait pour le moins que rien de base, et ça lui avait fait énormément mal. Ça c'est sûr et certain. Ouais. Mais non, c'est vrai que ça reste quand même une référence. Et encore aujourd'hui, c'est étonnant de voir que longtemps quand même après sa mort, encore des gens, même des jeunes, connaissent encore ce nom de Louis de Funès et connaissent encore les films, même si c'est pas, même si tout le monde ne connaît pas tous ces films. Beaucoup retiennent la soupe aux choux notamment, ou l'aile ou la cuisse avec Coluche. Ah oui. Et c'est pas d'ailleurs. Et d'ailleurs, c'est pas les deux meilleurs. Non, c'est pas les deux meilleurs. C'est pas les deux meilleurs, mais dans l'aile ou la cuisse, il y a un acteur qu'on aime beaucoup avec Eddie, en tout cas que moi j'adore, c'était Macronet.
Souviens-toi de cette scène, Eddie, quand tu lui ouais. apportes la bouteille de vin Oui, bien sûr. à ces personnages-là dans le burlesque. J'ai l'impression de te voir, Eddie. J'ai l'impression de voir Macrounet. Ouais, bah, merci. Voilà. Ouais. Et moi, j'ai l'impression de te voir dans Johnny Belle Gueule. Excellent acteur, ce Macrounet. Il avait fait ce petit passage dans l'aile ou la cuisse, blague à part, qui était excellent. Mais c'est pas les deux meilleurs. Et c'est vrai que, comme dit Eddie, je le reçois. C'est du Mais il travail. était malade parfait. déjà. Il était Ouais. Oui, malade. oui. Ah non, mais c'est sûr, et je pense qu'il traversera encore les âges longtemps comme Charlie Chaplin le fait aux États-Unis ou même Ah, tout n'importe où ça. dans le monde. Ouais, tout Voilà. ça. Alors, si je pouvais juste dire un truc, Vas-y, moi, vas-y. ce qui est très important dans mon travail et dans ce que j'aime faire, c'est le burlesque. Oui, C'est le visuel burlesque. d'accord. Mes références aussi là-dessus, c'est Jerry Lewis et c'est justement Louis de Funès. Aujourd'hui, enfin maintenant aujourd'hui, qui est un aujourd'hui un petit peu plus tardif puisqu'il commence à vieillir, mais il est très très bien. C'est Jim Carrey. Oui. Enfin, Oui. Dans Sonic, incroyable. Oui. Je rigole. Et- Non, c'est vrai que Jim Carrey commence à vieillir, mais il a une longue période quand même un peu, un peu de creux. Enfin, on en parlait justement avec Benji une dernière fois. On parlait justement du documentaire Jim et Andy, ouais, voilà, ça j'ai vu. qui Ouais. est incroyable et c'était un fou, c'était un malade comme on n'en fait plus. Ouais, Euh, c'est clair. de la manière d'interpréter un rôle en tout cas. Ouais. Ok, C'est un, oui. c'est un gros branleur aussi. C'est un gros branleur Oui, aussi. oui. Hein, Ah oui, non, mais non, il n'y a pas de. Et ça, il n'y a pas C'est de. ça, et c'est ça qui me plaît, moi, c'est ce côté aussi. Ah bah oui, parce que faut pas savoir, c'est le côté, il y a un côté clownesque à la fois. Enfin, c'est un très très bon documentaire, mais c'est un gros branleur, quoi. Ah oui, oui, carrément. Et du coup, Karim, toi, t'as des rôles pas qui te collent à la peau, mais que tu aimes bien faire, que ce soit au théâtre ou au cinéma. Des rôles que tu as adoré faire, mais que tu ne referas plus, ou des choses comme ça. Je te Euh, laisse parler de ça tranquillement. Moi, ce que j'aime bien, c'est pareil, c'est que venons aussi, bien sûr, du classique, comme je disais tout à l'heure, mais aussi m'être investi dans la commedia dell'arte. J'aime énormément tout ce qui est, pareil, burlesque, physique, voilà, où il y a des interactions physiques. J'adore ça. Et surtout, ce que j'aime le plus, c'est de faire évoluer un personnage sur la longueur. C'est-à-dire, quand tu as la chance de jouer une pièce, tu vois, qui se joue sur 2 ans ou 2 ans et demi, 3 ans, quand tu as la chance de rencontrer ça, j'adore justement le faire évoluer tout du long, ne pas jouer quelque chose de rigide, puisque on change d'une manière ou d'une autre, on change aussi en tant qu'homme, en tant qu'être humain tous les jours, et d'apporter tous les jours de nouvelles expériences, de nouvelles choses physiques, de nouveaux gags, de nouvelles choses visuelles aux personnages. Et moi, ce qui m'avait intéressé dès le départ aussi, c'était tous les personnages un peu torturés, un peu les gens Hamlet, tout ça, tu vois, j'adorais un peu ces rôles-là. Et après, j'en suis revenu parce que j'ai remarqué que la comédie, quand même, c'était quelque chose d'assez qui demandait énormément, qui demandait beaucoup plus même. Moi, je dirais, en tout cas, c'est mon avis à moi, mais qui demande beaucoup plus, que le dramatique entre guillemets. Après, c'est un grand débat qu'on a entre comédiens et metteurs en scène, mais je trouve que la comédie a quelque chose d'assez énorme. Et si je reprendrais quelque chose, ouais, effectivement, ça serait dans l'ordre du clown, burlesque, masque. Et si vous avez l'occasion, je parle à tous les auditeurs et à tout le monde, si vous avez l'occasion de voir la pièce que joue Eddie, justement, c'est la chambre numéro combien, Eddie, je me souviens plus du chiffre. 98. Le mystère de la chambre, ouais, la chambre 98. Ouais, le mystère de la chambre 98. Notez bien ça. Le mystère Non, de la chambre mais- 98, quand le confinement sera fini,
Voilà, Foncez. quand le confinement sera fini, allez voir cette pièce, c'est absolument incroyable. Et le personnage que joue Eddie, là, justement, du frère Barthélemy, est tout ce que j'aime, quoi. Tu vois, c'est vraiment ça. Et je te passe pas la pommade, Eddie, hein. Je dis Merci. vraiment ce que je pense. Et j'adore. Je ne vous donnerai pas le slogan, j'ai envie de le crier là, mais tu le dis dans ton porte-voix, tu te marres, mais je vais pas le dire maintenant. Voilà, je vous laisse le plaisir de le découvrir, mais voilà. C'est un théâtre physique, visuel, c'est ça que j'aime et si j'ai l'occasion de faire un projet comme ça où je peux justement lancer là-dessus, et je lis des choses d'ailleurs de Ionesco là, actuellement là, qui ressemblent énormément au confinement, comme par exemple le jeu de massacre, ou l'arrivée d'un virus justement, où on a aussi Délire à deux qui est une pièce absolument magnifique parce qu'on connaît la pièce de la cantatrice chauve et Rhinocéros, mais il en a fait d'autres qui sont absolument géniales visuellement pour un comédien qui vient de la comédie du burlesque et du clown, qui pour moi sont incroyables et dans lequel j'aimerais continuer en tout cas à m'investir et à progresser là-dedans encore plus qu'avant. Voilà. Ok, bah, c'est super tout ça. C'est vraiment hyper intéressant. Je suis très content en tout cas de parler avec vous ce soir. J'espère que les gens aussi ça les intéresse, mais ça a l'air, ils restent là, donc là ils sont 13 en ce moment. Donc je vais vous demander du coup, ça va être un peu le dernier moment de la soirée, ça va être vos pires moments de tournage. Après on va passer aux questions, aux dernières questions que va pouvoir poser des auditeurs. Donc je vous laisse les poser pendant qu'on parle des pires moments de tournage, et puis après on va passer à la phase recommandations culturelles, et puis on va s'arrêter pour ce soir. Donc voilà, je vous laisse commencer. Donc pire moment de tournage ou pire moment de théâtre. Alors, pire moment de tournage. Alors, c'est un tournage qui, au départ, s'annonçait plutôt bien, parce que, comme il est rare d'être pris sur une production de Paris venant sur la région, j'avais été pris sur une dizaine de jours de tournage, et puis bien payé, puisque la télévision paye bien. C'était un film pour France 2, réalisé par Laurent Jaoui, le frère d'Agnès Jaoui, comme ça je cite personne. C'est un tournage dans lequel j'avais un rôle plutôt conséquent, et ce qui est très 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 rare, je tiens à le dire. Je ne me lance pas des fleurs, je dis simplement c'est rare et que j'étais très content d'avoir ce rôle conséquent. C'était un rôle à costume, un rôle sur une histoire qui était en parallèle à la vie de Sarah Bernard, et qui était jouée par Ludmilla Michael. Voilà, ça parlera à quelques personnes de mon âge. Et donc moi je faisais partie de ce qui s'appelait donc c'était un groupe qui était autour de ce personnage historique, donc Sarah Bernard, donc une grande comédienne française, et qui avait autour d'elle beaucoup de soupirants, etc., qui s'appelait la Smala. Et donc je faisais partie de la Smala, et j'avais un personnage qui s'appelait le lecteur. Et j'avais donc cette dizaine de jours de tournage sur Belle-Île, donc tout était très bien, il faisait beau en plus et tout. Et puis à chaque fois que j'allais tourner mes scènes que j'avais apprises, donc on revient sur l'apprentissage des textes, j'apprenais ici et là, de par les comédiens qui me snobaient totalement. C'était des comédiens de l'équipe parisienne, on va dire. Donc, je n'ai rien contre les Parisiens, simplement c'est qu'il y a une équipe qui était déjà formée, et je le découvrais à ce moment-là. Et cette équipe formée avait déjà répété les scènes qu'on devait jouer. Moi, c'était un peu comme un nouveau qui arrive en 6ème et qui ne connaît personne. Ouais, là, c'est ça. Mais à tel point que mais je faisais partie quand même de la bande, c'est-à-dire que c'était une bande dans laquelle il y avait un acteur breton engagé et qui faisait partie de cette bande-là. Sauf que je n'ai jamais été accepté, et juste pour resignaler ce bon tournage qui est devenu un mauvais tournage, c'est-à-dire qu'à chaque fois que j'allais jouer ma scène, je m'apercevais en fait que les répliques que je devais dire étaient prises ici et là par les artistes parisiens, mais en direct, c'est-à-dire qu'au moment de la répétition avant action, il y avait une première répétition, en fait je me suis retrouvé avec un rôle muet. J'étais payé grassement pour faire une sorte de figuration. Et anecdote super intérieure de ce tournage, en plus, on me demandait de fumer dans ce film, alors que je n'ai jamais fumé. Mais bon, à chaque fois on me demande de fumer, de boire, de conduire des voitures. Je n'ai pas de permis de conduire, je n'ai jamais bu une goutte d'alcool de ma vie, sauf dans les sirops pour la toux.
Et donc, et on me demande souvent de fumer. Donc là, on m'a demandé de fumer de toutes les manières, et pas la plus grivoise comme nous dirait mon cher ami Karim, mais de fumer. Et notamment, je viendrai sur la partie grivoise, mais c'est la référence réelle. C'est-à-dire que j'avais une pipe à fumer qui était chargée de tabac de Goldo dedans. Et puis, moi qui n'ai pas du tout l'habitude de fumer, lors des répétitions, le réalisateur qui était un petit peu excédé dit mais le lecteur, vous faites jamais de fumer quand vous fumez, est énervé. J'en lui en ai fait de la fumée, quoi. J'en ai fait un tir à rigot, et au moment d'action, je suais à grosses perles. La maquilleuse venait me poudrer sans cesse en me disant mais le lecteur, on m'appelait même pas Eddie ou le rôle du personnage, on m'appelait toujours le lecteur. Le lecteur sue comme un goret. Mais qu'est-ce qui lui arrive? Et j'étais blanc, mais il est pâle, il faut qu'on lui remette Et en fait, je suis tombé dans les pommes. Ah, yes. Donc je suis tombé dans les pommes parce que j'avais trop fumé, quoi. Et puis c'était assez enfermé, etc. Et ensuite, ils ont fait venir les pompiers. Donc, anecdote un petit peu à rallonge, mais je vais le faire vite. Ah non, il y a le temps, te presse pas. Ils ont fait venir les pompiers, j'ai été évacué. Et alors, comme quoi, j'ai été évacué. Mon pauvre Eddie. C'est vrai, attendez, c'est pas fini. C'est pas fini. Et donc, je suis à l'extérieur et je suis vraiment dans les vapes. Hein. C'était vraiment comme une première clope pour quelqu'un, je pense. Voilà. Et je suis passé par toutes les couleurs. Les pompiers étaient là, je dis bon, ça va, je peux. Non, on va vous emmener. Et au moment où je suis chargé dans le véhicule, pour déconner, je dis The show must go on. et vraiment, derrière la grande porte, parce que ça se passait dans un château et la porte était fermée, mais j'entends derrière action. Ils ont continué de tourner sans moi, ces enfoirés. Oh là là. Oh non, l'horreur. Comme quoi, un rôle quand même peut être vite évacué. Ah oui, non, puis, c'est assez horrible au final comme anecdote. Voilà. Et attendez, juste pour conclure, terminer après, parce que j'ai plein de petites anecdotes dégueulasses dans ce tournage-là. Ah, mais la dernière, c'est quand même la dernière, juste au repas de fin avant de partir, donc les 10 jours étant évacués. Voilà. Le réalisateur, donc Laurent Jaoui, se trouve face à moi et il n'avait absolument rien à me dire. Hein. Vraiment, il était vraiment. Il était plutôt gêné d'être face à moi. Habituellement, il est plutôt avec l'équipe principale, quoi. Et là, il s'est trouvé qu'il y avait une place et que c'était juste face à moi. Et il me dit voilà, alors qu'est-ce que vous avez d'autre à faire? Donc, je dis vaguement quelques tournages, mais aussi les pièces dans lesquelles je jouais, quoi. Mhm. Et il savait tellement pas quoi me dire qu'il me dit ah, vous avez des cheveux longs. Je dis ouais, j'avais les cheveux très très longs, et à l'époque, il me fait c'est bien que vous ayez gardé les cheveux longs. Ouais. Là, je comprends en fait pourquoi j'avais été choisi. Ah oui, d'accord. Je lui sors, je lui dis comme quoi un talent tient qu'un cheveu en fait. Voilà. Oh, pas mal. C'est une Pas belle mal. phrase de fin. Joli. C'est une belle phrase de Joli. fin pour un tournage comme ça. Mais ça a été fait, il dit, hein, je ne l'ai pas réfléchi, j'ai vraiment fait comme ça. Oh la vache. Voilà. Donc, Ah ouais. tournage pourri. Ah non, bah là, ça se comprend du coup. Ah la vache. Ah ouais, j'étais pas prêt à... Bon. Ok. Bon, bah, Vous pouvez poser des questions dans le chat, il y a pas de souci. Et puis on va du coup enchaîner, Karim, si tu veux raconter. Oui, moi j'ai deux anecdotes là à raconter là qui Prends ton temps, qui vas-y. m'avaient quand même assez marqué. C'était la toute première fois où j'avais été pris vraiment pour pareil pour un casting une grosse prod et tout, et on m'avait pris en tant qu'un voilà, pour ce rôle-là, j'étais super content, super heureux. On me donne les dates de tournage, très très bien, super content. Donc première fois pour moi, je me dis waouh, punaise, j'ai au moins voilà quoi, j'ai quelque chose à donner devant la caméra, j'avais du texte et tout. Donc très consciencieux, venant du théâtre, je me précipite, j'apprends mon texte hyper sérieusement, au cordeau, vraiment à la virgule, au point près, point virgule, alphabet, compagnie, alpha, oméga, tout ce que tu veux. Et j'arrive le jour du tournage, bon costume et tout, je me concentre.
je fais genre acteur studio, etc. Je me dis ça va péter, etc. Et à ce moment-là, je me souviens que la réalisatrice dit écoutez les mecs, il y a un problème. Et ce jour-là, c'est ce jour-là que j'ai découvert ça. Et elle fait écoutez, bon, on va se réunir, il y a un problème. Et je me dis ah, peut-être qu'il y a. Elle nous réunit, elle nous dit écoutez, le texte ne me va absolument pas, j'ai envie de tout changer. D'accord. Et moi, et j'ai dit, mais attends, tu veux tout changer comment? Alors, je suis un peu timide, machin truc. Je dis, mais tu veux changer quoi? Qui, quoi, qui, que quoi, dans où, dans quelle étagère, quoi? Oui. Et là, je commence à avoir les sueurs et elle me fait, bah écoute, on va modifier tout le texte. D'accord, ok. J'ai dit, non, Et là, je me liquéfie. Je me liquéfie tellement que j'en avais mal à l'estomac. J'en étais à 2 doigts de vomir, hein, tellement j'étais angoissé à l'idée qu'on change tout et qu'on me refile un nouveau texte à apprendre juste la minute d'avant, où on s'est dit ouais, alors donc on voit ça, ouais, on fait ça, on machine, on truc, on réécrit, alors toi tu vas dire ça, toi tu vas dire ça, toi tu vas dire ça, et on se regarde avec l'autre acteur, et je le vois lui aussi pas très très fier, et pareil que toi Eddie, je le vois, il commence à perler, je vois la transpiration commence à sortir du front et tout, et on s'est dit écoute, comment on va faire, on était mal, et on n'osait pas lui dire, alors nous bien sûr on était là, on disait ouais bien sûr on va y aller, moi je tremblais, j'avais les mains trempées, etc. Et en fait, à la fin, ce qu'on a fait, tout ce qui était hors champ, en fait, on a posé des post-it. On a posé des post-it hors champ. Une anecdote. Sur lequel, voilà, et en fait, on regardait le texte et on enchaînait, quoi, en fait, et on y allait une fois, et on s'est même permis à un moment d'improviser. Et après, c'est là où tu apprends aussi que, bah, écoute, parfois, les choses peuvent changer à la dernière minute, il ne faut pas trop non plus, et des fois, comme le dit très bien Eddie aussi, des fois ça peut arriver sur certaines productions aussi, tu as le texte le jour même du tournage, ouais. Et donc il faut s'adapter. Donc moi, c'était ma première fois, et c'était là où ça m'a complètement affolé. Je suis rentré, j'ai dormi comme un bébé, il était 19h, j'ai dormi juste le lendemain à 7h du matin. Et l'autre anecdote, c'était une production pour France 3 qui s'appelait La Victoire des Vaincus, je crois. Et je jouais le rôle d'un tirailleur algérien. C'était à la fin juste au moment de la libération, etc. Donc costume superbe, maquilleuse, enfin il y avait tout aussi. Et il y avait tout un groupe, de jeunes, et on devait arriver et menacer un des personnages collabos, enfin etc. Et on devait dévaler une petite pente. Et cette pente-là, on devait arriver avec les armes et hop, voilà, couper, et c'était impeccable. Sauf que lors de la première fois, je me tords la cheville sur la descente. Ah oui, d'accord. Je me tords complètement la cheville. J'avais hyper mal, comme j'étais en première ligne et devant la caméra avec mes camarades. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, la deuxième fois, je me dis, c'est pas grave, je prends sur moi, moteur, action. J'y vais, mais j'avais tellement mal à la cheville qu'en fait, j'ai trébuché. J'ai entraîné tous mes camarades avec moi, et en fait, la moitié du décor est partie. Il y avait une auberge juste à côté qu'ils avaient montée, et les mecs se sont roulés dessus. Je me suis roulé avec eux, et toute la table est tombée, enfin, etc. Et là, je me suis dit, c'est bon, je suis viré. Et là, le réalisateur éclate de rire, et il avait dit, mais vous m'avez jamais fait autant rire. Je garde cette prise-là, c'est pas grave. Et on a recommencé, en fait, il nous a fait reprendre en ligne, juste à la fin de la descente, c'était largement suffisant. Et on a arrivé. Et en fait, j'avais une tête, mais vraiment, ce jour-là, une tête de méchant. Mais c'est pas que j'avais une tête de méchant, c'est que j'avais hyper mal à la cheville, en fait. Et comme j'avais à peu près 1h30 de voiture à faire après pour rentrer chez moi, ça a été la galère pour la pédale d'accélération. Ah bah tu m'étonnes, ouais. Voilà une de mes anecdotes de tournage. Voilà. Et c'est ce jour-là que tu avais les grosses chevilles, quoi. C'est ça, voilà. les chevilles Voilà. qu'on fait. Voilà. Après, c'est vrai que quand on tape ton nom sur internet, il y a une photo qui revient, et t'as une tête de méchant aussi dessus. Ah, je vois laquelle tu parles, dérapage. Je pense, ouais. Ouais, c'est ça, oui, c'est dérapage. Oui, Dérapage. Ça date de 2011, je crois. Ouais, c'est ça, exactement. ouais.
un tournage que j'avais fait dans le Nord Finistère avec un excellent réalisateur de la région qui s'appelle Erwan Kerok. Et je conseille aux gens d'aller voir Dérapage, qui est un très très bon film d'études, mais un très très bon film qu'il a fait, sur lequel on s'est vraiment éclaté, et sur lequel aussi, encore une fois, j'en reparle, mais c'est vachement important, c'est là il nous a laissé aussi toute la liberté d'expérimenter plein de choses et de laisser vraiment libre cours à notre créativité sur le set, et c'est absolument superbe. Ouais, c'est cool. Voilà. Ok. Bah, du coup, c'est très sympa. Je sais pas si vous avez autre chose à rajouter pour l'instant. Il y a quelqu'un qui demande justement, parce qu'on va passer aux recommandations avant de finir. Il y a quelqu'un qui demande justement au niveau des recommandations, est-ce que vous avez des recommandations de pièces de théâtre à lire ou à voir pour les gens qui restent à écouter, Oula. qui vous ont plu, ou même des recommandations d'il y a longtemps, ou des choses comme ça qu'il faut lire ou qu'il faut voir pour bah, comme ça quoi. Bah, C'est dur à dire, hein, c'est... Ah oui, non, mais j'imagine c'est une question assez compliquée. Bah, il y a plusieurs choses. Moi, il y a quelque chose que j'aime bien, c'est le premier d'Horowitz. Alors, c'est pas pour se la péter, hein, mais c'est une pièce assez sympa. Le premier de Rovitz. Le premier d'Horowitz, ouais. C'est une pièce. Ah oui, c'est l'histoire de la queue, là où les gens doivent Voilà, passer, exactement, absolument super. Et donc, je l'avais vu. et donc, c'est pour ça que ça superbe. marche, parce que oui, la fameuse queue, il faut se tenir à 1 mètre et éloigner des uns des autres, quoi. Donc aujourd'hui, ça pourrait presque résonner. Ouais. Cette pièce est absolument incroyable. Je l'ai vue il y a quelques années par la compagnie Aircube, une compagnie parisienne. C'était absolument fabuleux. Ok, c'est le premier de... J'adore Ok. Horowitz. J'adore Horowitz. Ok, d'accord. Bah, Ouais. je vais partager ça vite fait. Le premier d'Horowitz. C'est le premier, ouais, d'Horowitz. Ouais. Ouais, d'accord. Donc je C'est l'envoie sympa. sur le chat pour qu'ils puissent le copier. Hop là. Et aller se renseigner. Bah, Voilà, sinon il y a énormément de choses. Oui, hein. bah oui, de toute façon c'est très large, hein, le théâtre et même le Que ça cinéma. en classe, voilà, que ce soit en classique ou moderne, ou même il y a aussi des auteurs de région, des auteurs. Enfin, moi j'ai eu l'occasion de jouer des pièces d'une personne avec qui j'ai commencé, Christophe Lemoine, Mhm. qui est aussi maintenant devenu scénariste et écrivain, Ah, et c'est qui a écrit pas mal de pièces, de pièces, et que j'ai eu l'occasion de jouer. J'ai eu la grande chance de jouer des pièces d'un auteur, quoi, c'est-à-dire d'un auteur vivant qui l'a Oui. mis en scène lui-même, avec qui on a pu discuter même Ça, pour des c'est superbe, changements. ça. Enfin, moi j'ai vécu Superbe. ce truc-là. Et ces pièces, alors, elles sont éditées, mais pas éditées de la même manière. Il faut, je sais plus par quel biais, aller les chercher. Mais voilà, il y a quelques pièces. C'est une super expérience du coup de faire ça. Ouais, parce c'est que- quelque chose qu'on entend souvent parler par par des gens qui sont un peu plus reconnus, entre guillemets, médiatisés, quoi. C'est-à-dire, mais j'ai eu cette chance de côtoyer, comment dire, un auteur Ouais. qui écrit toujours et qui, en plus, est un pote. Mm. Et donc avec lequel j'ai pu échanger et on a pu construire ensemble au tout début de notre carrière. C'est-à-dire que vraiment, c'est avec lui que j'ai fait Les Marmousets, spectacle sans chevaux ni femmes nues. On est auteur de ce spectacle, metteur en scène nous-mêmes de ce spectacle aussi. Mais c'est un spectacle visuel burlesque. Mais lui, il écrit fabuleusement, je trouve, au niveau d'une écriture, enfin, au niveau de la langue française, au niveau des scénarios, des dialogues. Il a écrit beaucoup de pièces et notamment aussi des scénarios. C'est lui-même aussi qui a écrit ce film. Je parlais aussi de Marc Ciseaux. Mhm. C'est lui qui a écrit ce film D'accord. et notamment les dialogues qu'on joue dedans. C'est lui qui a dialogué le film. Ok. Voilà. Donc je parle de Christophe Lemoine. Alors Christophe vous Lemoine, allez vous allez taper Christophe Lemoine et vous allez tomber sur celui qui double le doubleur de comment Fat, je sais plus comment il s'appelle, le dessin animé là. Alors donc c'est lui, pas lui, c'est Christophe Lemoine l'auteur qui est donc aussi scénariste de bande dessinée et qui maintenant est script doctor, ce qu'on appelle script doctor. Donc il corrige les scénarios de films, de séries, etc. et aussi scénariste. Oui, c'est pas le doubleur de South Park, hein. Non, voilà, c'est pas et c'est ça qui est un problème parce que Oui, il y a- bah il y a- des homonymes, c'est. Voilà. Mais et ces pièces,
Alors, je sais qu'il a un petit problème avec de regard par rapport à ça. On en parle assez souvent parce que je lui dis, mais pourquoi tu ne les sors pas? Et lui, c'est quelqu'un qui aime pas se retourner vers le passé. Et ces pièces, il y voit les défauts. Oui, euh, Tu vois. Et donc, mais elles ont mérité d'exister. C'est dommage qu'on ne puisse pas y avoir accès, notamment les gens qui souhaiteraient les monter, quoi. Mais je pense qu'il y a quand même accès sur certaines bibliothèques, notamment sur Rennes, par exemple, il y a la DEC, qui est une bibliothèque de théâtre fabuleuse. Alors maintenant, on ne peut pas évidemment y aller, mais voilà, je conseille d'aller voir ne serait-ce que d'autres pièces là-bas, quoi. Et je crois qu'il y a quelques pièces de Christophe Lemoine qui sont sur des papiers. Voilà, ça a été tiré, quoi. d'accord. Pas en livre réellement, mais voilà. Ok. Un petit livret. Un petit livret. Ok, ok. Bon, bah, du coup, je pense que, enfin, c'était très sympa. En tout cas, c'était super intéressant. Il y a eu, du coup, pas mal de gens aussi qui étaient à regarder, hein, et qui sont restés. Du coup, je remercie les auditeurs et je vous remercie vous. Avant de clôturer, je pense, Voilà. ce podcast, enfin, ce live, je vais vous demander de faire une petite recommandation, que ce soit une recommandation musicale, une recommandation Ouais. culturelle tout simplement en fait. À faire aux gens et puis on va clôturer ça tranquillement. Donc D'accord. je te laisse Karim peut-être commencer. Petite recommandation culturelle avec tout. C'est sûr que ça a une résonance avec ce qui se passe en ce Hmm, moment, mais une fois que une fois que tout ça sera terminé, redevenez curieux. hmm. Curieux de tout. Là, on parlait des auteurs, on parlait, etc. Tu vois, par rapport à tout ça, je dirais, ouais, redevenez curieux, lisez énormément, allez voir les pièces de théâtre, allez, ne serait-ce que pas nécessairement, ça en fait partie hein, des théâtres comme le TNB, enfin tout ça, mais allez voir aussi le travail des petites compagnies dans les petites salles, Hmm, regardez maintenant on a la chance d'avoir internet maintenant, oui. de voir ce qu'il peut se faire comme programmation dans des petites salles, dans des petites compagnies, on Ouais, peut que ce soit avoir dans des villages ou dans vos villages ou oui dans votre voilà, ville, n'hésitez pas à regarder ce exact, qui se fait à ce niveau-là. Ouais, exactement. On parle, tu vois, aussi de Paris. Là, pareil, je vais pas m'énerver, mais pareil, un énervement joyeux. Mais il y a tellement de choses qui se passent dans les campagnes. Il y a tellement de choses que vraiment une vigueur, quelque chose. Pas la peine de prendre le train, même si on est à 1h25 de Paris, pas la peine d'aller à Paris, allez voir, regardez autour de vous, il y a Ouais. plein de choses qui se passent. Et une fois que tout ce confinement sera terminé, bah nous on sera là, Hmm, nous on sera toujours là et on continuera quoi qu'il arrive, on et continuera à faire ça c'est une manière et on est là de. pour vous. Voilà, c'est une manière pour nous. Donc soyez curieux encore plus qu'avant. Soyez curieux Ouais. encore plus qu'avant. Allez voir les auteurs vivants, allez voir comment parlait Eddie, il en a très très bien parlé. Allez voir les auteurs vivants, redécouvrez les auteurs, redécouvrez Molière, redécouvrez les classiques, les racines, les choses comme ça. Allez voir ce qui vous plaît, ce qui vous dérange, etc. Mais n'hésitez pas, soyez curieux Hmm, et déplacez-vous. Moi, j'hésitais pas à prendre ma voiture et faire 2 heures de voiture pour venir voir des pièces à l'époque où j'habitais. Je suis originaire du Finistère, donc je venais ici voir des pièces. J'allais à Saint-Brieuc, je partais dans le centre-Bretagne. Il se passe plein de choses partout. Et quand tout sera ça terminé, faites-le. Faites-le, et nous on sera là et on sera toujours là. Voilà. c'est une manière aussi de soutenir les petites compagnies ou de soutenir les acteurs qui essayent de débuter justement. Et Complètement. c'est un bon moyen justement aussi de découvrir de nouvelles choses comme dit Karim. Et c'est vrai qu'après ce confinement, ça va faire du bien à tout le monde. D'ailleurs, rester curieux pendant le confinement, c'est important. C'est pour Oui, ça en du coup plus. que m'est venue l'idée de faire ce live podcast, avec des gens du coup professionnels dans certains milieux pour justement découvrir de nouvelles choses et que ça puisse intéresser justement des gens parmi vous. D'ailleurs, après que Eddie ait dit sa petite recommandation, on va clôturer sur une petite note d'entraide, on va dire. On va terminer sur peut-être un ou deux conseils primordiaux pour commencer en tant qu'acteur si on a envie de se lancer. Donc vas-y Eddie, je te laisse donner ta recommandation et puis après on va quitter avec deux trois conseils et puis Alors voilà. ma recommandation, je vais faire
voilà, très court. C'est le film que j'ai vu hier soir, Mhm. qui s'appelle L'Escadron Noir, plus connu peut-être en américain par Dark Command, je crois. C'est un film de 1940, D'accord. de Raoul Walsh, avec John Wayne. Mhm. Donc c'est un western assez particulier, sorte de fable, on va dire une fable onirique, une fable dans l'Ouest sauvage, voilà. Ouais. Et voilà, c'est ma recommandation, un Bah, petit western. ouais, il y a un truc aussi. Bon, là, vous êtes plus énormément. Il y a plus bah, il y a 8 spectateurs quand même. Oui, et je vous conseille justement. Je sais que ça peut être assez perturbant de regarder des films en noir et blanc ou même des films d'avant les années 80 ou même avant les années 90 pour certains. Il y en a beaucoup qui n'osent pas se lancer et je comprends aussi je comprends aussi en partie, mais par exemple, moi, pendant mes années lycée, j'ai fait le pas, j'ai été voir un petit peu ce qui se faisait, même avant les années 40, dans les années 30, et même Ouais, le premier film parlant. Et en fait, c'est toujours intéressant de voir d'où viennent nos habitudes, d'où viennent certains archétypes de personnages, d'où viennent certaines méthodes de réalisation, d'effets spéciaux. Il y a tellement de choses à découvrir dans les vieux films. oui, Donc je vous conseille vivement de vous y pencher. Oui, Je sais que c'est beaucoup vrai. d'entre vous ne le feront pas, mais je vous conseille Ouais. vivement de le faire si vous avez l'occasion, que ce soit de regarder par exemple le premier King Kong ou même le, Ah, Ah oui, oui. bah voilà, des choses à voir et c'est toujours intéressant de voir comment était le cinéma avant. Et je sais que c'est dur de rentrer dedans, mais ce qu'il faut faire, c'est couper son téléphone et se mettre vraiment dans des conditions propices à le faire, quoi. Puis Complètement. de découvrir dans un bel écran, si on a la Mm. possibilité d'avoir un bel écran, bah Oui, voilà. c'est ça. Pas sur un écran d'ordinateur ou de téléphone. Ah C'est toujours plus non, intéressant devant sa télévision ou alors devant. Au cinéma, si vous avez la chance d'avoir des cinémas qui diffusent il y a certaines médiathèques ou des choses comme ça qui diffusent des fois des films, des vieux films, et c'est oui, intéressant d'aller les voir. Sur grand écran, c'est encore mieux, donc n'hésitez pas. voilà. Et abonnez-vous au Cinéma est mort et à l'Arvor aussi, Ouais, qui pour font ceux qui sont parfois des sur Rennes, rétrospectives. Ouais. pour ceux Ouais. qui sont sur Rennes, abonnez-vous à la Revoir ouais, au cinéma est mort, c'est ça? Ouais, voilà. Ouais, Voilà, il y a plein Un de cinéma est mort. rétrospectives. Et il y a des podcasts qu'on peut réécouter ouais. du cinéma Voilà. est mort. Voilà. Donc Ils sont ouais, super. je vous conseille tout ça. Donc ouais, on va se quitter sur une note du coup d'entraide comme je disais. Donc si vous avez des conseils à donner, enfin deux ou trois conseils à donner à des gens qui voudraient débuter, bah, je vous laisse y aller. Et du coup, on va conclure là-dessus ce podcast. Moi, je dirais lancez-vous et allez-y, amusez-vous et si c'est vraiment ça que vous voulez faire, allez-y quoi. Mm. Si vous avez encore, on en revient encore à la curiosité, mais c'est ça aussi. Il y a la passion et la curiosité. Et si vous l'avez, si vous avez cette flamme en vous, allez-y, lancez-vous, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Ouais, Voilà, c'est important de se parce que lancer. ouais, c'est important. Chaque chemin est différent. Chaque chemin, chaque rencontre est différente, chaque expérience est différente. Donc, mais moi, une expérience universelle, c'est n'ayez pas peur, foncez, allez-y. Voilà. Mm. Je sais que ça peut faire peur justement de se lancer dans un milieu qu'on ne connaît pas trop et que beaucoup dans les médias disent que c'est un métier instable ou un truc comme ça, mais Oui, voilà, les médias font peur, on va dire. oui, voilà. Mm. Voilà, Bah, voilà. Mais il faut y aller, n'hésitez pas. Et il faut pas faire ça pour être riche ou pour être connu, hein, Ah non, ah ça non, c'est sûr. ah non, 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 Mm. non, 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 non. Non, du tout. C'est vraiment pour l'amour du métier. Ouais, c'est ça. L'amour du métier, c'est la première chose que je vois dans ma tête, c'est l'amour du métier. Mm. Voilà, c'est tout. C'est vraiment les bons moments et les moments où on arrive à se dépasser, où on arrive à accéder, à sortir de sa zone de confort et accéder à autre chose. Et ça, pour moi, c'est des moments absolument merveilleux, ces moments de liberté. C'est absolument incroyable. Donc, n'ayez pas peur, faites-le. Mm. Faites-le, allez-y. Ok, Edith, t'as peut-être un conseil ou à rajouter ou quelque chose Alors, je vais rajouter, je vais être plutôt complémentaire, je Merci pense. Marceau pour le follow. J'ai laissé la passion à Karim et je vais devenir plus terre à terre. Mais voilà, les deux se côtoient de toute façon, comme il le disait si bien, il y a différents chemins. Mais moi, j'ai découvert grâce à quelqu'un qu'il existait des écoles. Donc, il y a plein d'écoles possibles.
Et notamment, il y a des concours pour être comédien ou comédienne, ou metteur en scène, ou réalisateur, etc. Et partout que ce soit. Alors évidemment, on va dire Paris, il y en a plein, il faut faire le choix, mais il y en a aussi à Rennes, il y en a dans des régions, il y a ce qu'on appelle des conservatoires, des écoles nationales, et on a jusqu'à 25 ans pour passer des concours. C'est-à-dire qu'au-delà de 25 ans, on devient plutôt d'un âge avancé, donc il faut avoir une date butoir, donc c'est 25 ans. Donc se dire que rien n'est perdu quand on a raté un concours, on peut en refaire un. Ouais. Voilà. Et donc être motivé déjà par, faut savoir que effectivement l'amour du métier, comme disait Karim tout à l'heure, et moi je dirais la passion, ne pas la perdre, et ne pas la perdre non plus au cours du chemin. C'est-à-dire que quand on devient comédien, cette passion-là, il faut toujours se la ramener, se la redonner. Ça peut disparaître. C'est-à-dire que ça peut disparaître par des rencontres, parce qu'on n'atteint peut-être pas le premier rêve qu'on a, c'est-à-dire les premiers rêves, il faut les garder. Ça, il faut les garder, les rêves de paillettes, comme on dit, les rêves de devenir, pour certains, des stars, etc. Ça doit être un des premiers moteurs. Il faut savoir l'abandonner à un moment donné, parce que c'est quand même un métier. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui... un métier, on dit que c'est pas un métier, c'est une passion, mais si, il y a quelque chose qui se construit, quelque chose qui s'élabore, et c'est comme en amour, en fait. Ouais. Et à un moment donné, il faut savoir durer. Voilà. Et il faut savoir construire tout ça. Et durer dans cette passion-là. Voilà. Ok. Donc, comme Karim, je dirais, oui, foncez. Pour rassurer les parents, parce qu'il y a des parents derrière pour les plus jeunes. Mais il y a aussi des plus anciens qui ont toujours voulu faire ça, par exemple, qui se révèlent très tardivement. Moi, j'ai rencontré, et Karim aussi, sur le chemin, on a rencontré des artistes qui sont devenus artistes très tardivement. Il y a des personnes qui se sont révélées à 40 ans, 50 ans, voire même qui ont attendu de finir leur métier pour être à la retraite et Merci pour enfin faire leur rêve. Et voilà, c'est en ça que je dis qu'il y a plusieurs chemins pour arriver. À un moment donné, les uns et les autres, l'idée c'est de se rencontrer, de faire un bon film ou une bonne pièce ensemble. Mais pour les plus jeunes qui souhaitent faire ce métier, oui, c'est de s'accrocher à ses rêves, à leurs rêves, mais les rêves sont des réalités. S'ils le veulent, ils peuvent le faire, quoi. Ouais. Et je fais pas un discours à l'américaine, qui le peut, même si le rêve américain est très bien, ça c'est très très bien. Justement, c'est pour ça aussi qu'il y a des choses possibles. Mais se raccrocher à des choses terre à terre et réalistes, il existe des écoles qui sont, alors pour certains qui aiment parler de niveau, etc., il y a des niveaux, on va dire bac plus 3, même si même des personnes qui n'ont pas le bac, c'est des écoles à concours, donc il n'y a pas besoin spécialement d'avoir le bac pour le faire. Voilà, il y a des équivalences ensuite. Ensuite, sur ces écoles-là, il y a aussi des bourses, on est boursier, on est vraiment dans un circuit, protégé, dans le sens où cette école elle protège les étudiants, quoi. Voilà. Bon. Voilà, Ok. toutes ces possibilités-là. Bah, merci à vous, du coup, Karim et Eddy, d'être venus. Hein. C'était Bah, super intéressant. Merci à toi, Merci merci à toi, Thomas. Eddy. Merci, Et mon Karim. merci, je pense que ça en a intéressé plus d'un. Je vais d'abord faire des petites annonces. Du coup, là, samedi à 21h30, je reçois Frédéric Geoffroy, qui est un homme qui travaille dans les effets spéciaux dans plusieurs boîtes à Paris, et qui a notamment super. bossé sur le Hobbit comme premier métier. Donc c'est quand même des expériences qu'on va pouvoir écouter tous ensemble samedi soir. Et après, normalement, comme il n'était pas là ce soir, je vais recevoir Benji Leblay pour parler du métier d'acteur, mais je vais essayer de le faire venir avec quelqu'un d'autre. On va voir comment ça va se passer. Parce qu'on Trouver va... une comédienne, Non, pas que des garçons. une comédienne, oui, oui, mais justement, en fait, je comptais. Il y a Benji, il est sur un projet en ce moment, je vais pas en parler, mais la personne avec qui il bosse avec la motion capture, ça peut être intéressant qu'il parle justement de cette manière de jouer et l'autre personne de la motion capture, tout ça. Ouais, c'est clair, ça serait super. Donc voilà. Voilà. Bah merci à vous Motion d'avoir capture suivi. Oui. Non, j'allais dire motion capture quand on a eu l'occasion. Enfin, moi, j'ai eu l'occasion de faire de la motion capture aussi D'accord. sur une série. Voilà. Ok. Bah, en tout cas, merci à vous d'être venus. Hein. Je serais ravi de vous accueillir pour cette fois après le confinement, peut-être en vrai, où on pourra discuter Bah ouais. ensemble en direct oui, pour clair, un c'est autre clair. podcast Carrément. sur un autre thème.
sur Voilà. un autre thème où on discutera en direct et ça sera plus sympa, je pense, que là, mais Ouais. les conditions obligent. Oui, c'est clair. Heureusement qu'on a tous ces outils. C'est ça, exactement. Ouais. Ok, bah merci ben, d'avoir suivi le live. Bonne Et- soirée, bonne nuit, Bonne Ouais, soirée, bonne bonne nuit, nuit. ouais. Et bon confinement, bon confinement et sortez pas de chez vous. voilà. Et sortez Sortez pas de couvert chez- surtout. Voilà. Ouais, ouais, surtout. Merci beaucoup. Sortez. Et qu'une heure seulement. Merci pour le Voilà. follow Ace of Game. Au revoir. Au revoir.